Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on va poser une question essentielle. Peut-on et comment peut-on jouer au jeu de rôle avec des jeunes, des très jeunes enfants Pas des très jeunes enfants. On va définir ce que j'entends par jeune. J'ai hâte que tu nous définisses tout ça. C'est toi justement, Natacha, qui vient avec ce podcast dans ta besace. Salut. Donc tu vas nous présenter tout ça. Nous sommes également avec Maxime qui disait qu'il avait une expérience à témoigner, puis après il ira s'endormir ailleurs, c'est ça ? Oui. Partagé. Emmanuel est avec nous. Ouais, salut. Et puis François est également avec nous. Salut. Il y a également un public Il dit bonjour comme Darky. peu nombreux et endormi, mais qui sait, peut-être ce public s'éveillera-t-il. Alors, Natacha, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est que pourquoi est-ce que tu proposes ce sujet de podcast ? Qu'est-ce qui motive Alors pourquoi ? Parce que dans mes expériences de jeu de rôle, il y a mon expérience d'animatrice de colonie de vacances. Parce que j'ai fait 3 ou 4 séjours, je sais plus, d'un séjour qui s'appelle le jeu, qui est estampillé jeu et jeu de rôle. Oui. Et donc on joue avec des jeunes. Alors soit on joue en tant que MJ et on fait jouer des jeunes, soit c'est les jeunes qui eux masterisent selon le moment de la semaine, voilà. D'accord. C'est des colonies, mais alors il y a quoi comme âge ? C'est quoi les tranches d'âge ? J'y viens. Donc j'ai fait, dans les 4 ou 3 que j'ai fait, j'en ai fait une première avec des jeunes de 9 à 14 ans. 9 à 14 ans, et la principale tranche d'âge avec laquelle j'ai bossé, c'est des 14-17. D'accord. J'ai plus jeune. Voilà, mais bon, voilà. Bon, après, c'est mon expérience. On peut aussi parler un peu avec du jeu de rôle avec les plus jeunes. Plus jeunes. Donc 6-9 ans. Commencer avant 6 ans, ça me paraît compliqué parce qu'il faut qu'ils sachent lire, je pense, quand même. Mais ouais. Non, raté, mince. Nous, c'était du freeform, donc il n'y avait pas besoin de savoir lire. Bon. Alors, tu vas nous parler de tout ça. Parce que toi, Maxime, tu as une expérience avec de plus jeunes enfants encore ? Je n'avais pas non plus envie de couper l'arbre sous le pied de Natacha. D'accord, ok, très bien. Bon, là, on va laisser Natacha finir la présentation du podcast. Voilà. Ça peut partir dans le sens que vous voulez après. Hein. Moi, à partir du moment où j'ai défini ma tranche d'âge, après, ça me paraît aussi difficile parce que l'imaginaire des 4-6 ans est pas encore bien défini, enfin, justement trop étendu. Et donc, du coup, c'est difficile de jouer. Et puis, en plus, ils ont du mal à se concentrer longtemps, quoi. Donc, ouais. Donc déjà, quelle problématique ça soulève, cette notion de jeune, pour toi ? Plusieurs problématiques. D'abord, est-ce qu'il faut ou non adapter les univers et les problématiques, les propos, etc. Est-ce qu'on peut jouer à sens mort avec des enfants, par exemple ? Voilà. Est-ce que parce qu'ils sont jeunes, il faut adapter ou non les problématiques et première question. les choses, les obstacles, les antagonistes qu'ils vont rencontrer ? C'est une question intéressante. Hein. Dans quelles conditions ? Comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle en animation un retour au réel ? Est-ce qu'ils en ont besoin et est-ce qu'il faut faire un retour au réel ? Et si oui, comment ? Et tu peux préciser alors le retour au réel en animation, donc là je parle en animation, je parle pas en jeu de rôle, c'est à la fin d'une animation, à la fin d'un grand jeu, une sortie de l'imaginaire. Normalement un bon grand jeu de colonie de vacances, c'est pas un poule renard vipère où courez-vous après et puis quand ça s'arrête on compte les points. Non, c'est vous êtes je sais pas, vous êtes les Cylons, les humains et les robots et vous êtes dans un vaisseau et voilà. Et ben maintenant, il faut que vous arriviez à attraper vos antagonistes. Donc les Cylons attrapent les humains attrapent les robots, et enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, on met un imaginaire derrière. Vous n'êtes pas dédouané, vous n'êtes pas avec des petits bouts de papier cachés sur vous à devoir traverser un terrain de jeu, non. Vous êtes des pirates avec un trésor à faire passer en contrebande. Du GN, quoi. Enfin, du freeform. Oui, alors ils sont pas costumés. Dans le meilleur des cas, si on arrive à vraiment faire, ça demande de la préparation, mais si on arrive à vraiment faire en sorte, ils sont même costumés, effectivement. Mais bon, en général, ils sont pas costumés. Les animateurs le sont et obtiennent des personnages jusqu'au bout du jeu. Mais voilà. Et donc, il faut arriver à leur faire sortir de l'imaginaire à un moment donné ou un autre, où les animateurs reprennent leur rôle d'animateurs, ne sont plus en costume de pirate, de Cylon, de samouraï, de que sais-je. Ouais. Mais en fait, le GN et le freeform ont trop à collaborer avec vous en animation, quoi, parce que c'est tellement les mêmes thématiques qui se regroupent. Et... Ça se fait beaucoup déjà. Ouais, voilà. Je suis pas, moi j'ai juste assisté à ça, je connais pas. Voilà, et donc du coup la problématique se pose en jeu de rôle puisque c'est aussi une forme d'animation qui est pas la plus pratiquée en colo bien sûr, mais voilà, comment faire un retour au réel après le jeu de rôle, pourquoi et est-ce qu'il faut vraiment en faire un ou non, voilà. D'accord, ok.
Et là-dessus, est-ce que tu as déjà une réponse? Alors, sur premier point, les univers. Est-ce que tu adaptes tes univers? Alors, moi, je l'adapte parce que je joue en colo et qu'en colo, je suis contrainte par le fait que je ne joue pas avec mes enfants. Natacha. Ou avec des cousins, ou avec des gens avec qui j'ai un lien parental ou amical, ou voilà, c'est aussi mon travail quand même. Et que du coup, l'organisme avec lequel je pars, les directeurs avec lesquels je pars, mettent une limite et définissent aussi, il y a ce qu'on appelle la sécurité affective des jeunes, et le rôle de l'animateur, c'est de veiller à la sécurité affective des jeunes, et donc de veiller à ce que, d'une part, ils ne se sentent pas trop mis hors de leur zone de confort, ou s'ils se sentent mis hors de leur zone de confort, il faut qu'on puisse les faire revenir dans cette zone de confort et qu'ils ne se sentent pas blessés, humiliés ou quoi que ce soit. D'accord. Et d'autre part, il faut qu'on veille aussi aux propos que eux ils tiennent pendant la partie, et qu'on se retrouve pas avec un joueur qui veut tuer tous les PJ, les PNJ pardon, ou même les PJ d'ailleurs, juste parce qu'il a envie de tuer des gens quoi. Les enfants sont merveilleux. Bon, j'ai quand même Emmanuel. envie de dire que ça c'est vrai même quand tu joues dans le cadre familial. Si tu joues avec tes petits neveux, t'es aussi garant. Alors je tiens à exercer cette nuance parce que je sais que par exemple Adrien a tendance à penser que quand tu joues avec des jeunes, si les jeunes abordent la question de la sexualité, du meurtre, de la drogue, c'est parce qu'en fait ils ont des possibilités de transgression qu'ils n'ont pas dans la vraie vie. Et donc pour Adrien, c'est une forme de catharsis, si tu veux, même si j'aime pas l'emploi de ce mot-là dans ce contexte-là, mais voilà, c'est une pas manière. sain dans le sens, c'est-à-dire. C'est ça que tu veux dire, c'est que c'est pas fait sainement. Comme nous, on peut le faire, comme nous, on peut Non, aborder justement, ça. ils le font pour se défouler. quelque Ouais, part. c'est ça. C'est du défoulement. Parce que pour Plus que la de la première catharsis. fois, ils ont le droit de transgresser. Moi, je suis pas d'accord non plus, et j'aurais tendance à mettre des limites malgré tout, même sur des parties, même avec des gens. Voilà. Après, peut-être que les limites seraient plus floues. Je pourrais réfléchir à jouer à Sans-Mort avec des 14-17, par exemple, tu vois. Alors, avec 14-17 que je connaîtrais, pas en colo, mais avec des gens que je connaîtrais, oui. François. Je suis assez. La situation dans ce podcast est un peu particulière. Oui, en toi, tant t'es un que- enfant parce que t'as 19 ans. c'est ça Voilà, j'ai 19 ans, j'étais jeune il n'y a pas encore très longtemps. C'est ça qui est intéressant. Si je le suis pas encore, je sais pas. Et j'ai commencé le jeu de rôle assez tôt. Mhm. Je sais pas ce qui est le cas des gens autour de cette table. Vers quel âge, justement tiens, François, parle-toi- Je parle-nous un pense peu qu'on de peut toi. commencer à dire que j'ai fait du jeu de rôle vers 12 ans. Ouais, c'est bien ça. Et en sachant que Ta maman était rôliste. c'est J'ai bien commencé par du jeu de rôle sur forum, donc c'est un peu particulier aussi. ça. D'accord. Pas du rôle sur table. Et que mon deuxième personnage, que j'ai gardé pendant des années, et qu'il m'arrive encore de jouer parfois et d'y faire référence avec des amis, voilà, qui a été très constitutif de mon évolution personnelle, et qui, je pense, a été une part de psychanalyse chez moi aussi, en quelque sorte, Mhm. est un psychopathe fini. Donc là encore, on Donc entre là, dans au le personnage niveau pour du se thème, défouler. voilà, tu vois. c'était le Joker, à peu près, en gros. D'accord, ouais. Dans un univers complexe autour, donc je ne vais pas tout détailler, mais c'était l'idée. Quelqu'un qui tuait des gens pour s'amuser. Ouais, c'est et qui le intéressant faisait d'avoir ton cruellement, quoi. expérience récente en Et, fait, sur le sujet. Mm. Et je pense que je pense assez, de manière personnelle, que d'avoir joué ce personnage-là, d'une certaine manière, je saurais pas trop comment, catharsis, tout ça, peut-être, m'a aidé à justement me débarrasser de problèmes que j'avais. Je suis très calme maintenant. Je rentre jamais en conflit avec qui que ce soit. Voilà, presque. Nous l'avons observé. Et Très sage. hein. alors que quand j'étais au collège, lycée et même avant, j'étais très turbulent, voire violent. D'accord. Toi, tu étais en train de faire un plaidoyer pour le jeu de rôle Oui. curatif, si je veux dire. C'est Enfin, ça. presque. Je sais pas si c'est que ça, c'est probablement pas que ça, mais en tout cas, moi personnellement, je trouve que ça m'a aidé et je trouve que c'est des thématiques qui peuvent du coup être éventuellement intéressantes à aborder. Par contre, Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'était c'est que très particulier c'est aussi, à toi vrai dire, dans qui le jeu. choisis d'aborder ces Oui. thématiques. Hein, c'est toi qui c'est choisis. moi qui ai fait la démarche. Voilà, c'est ça. À travers un personnage que tu crées toi-même, c'est-à-dire que tu es libre dans la mesure où tu t'infliges à toi-même tes propres déterminismes, tu vois, Oui. au sens de Rousseau. Là, ici, ce que veut dire Natacha, c'est en tant qu'animateur, on a une responsabilité sur l'univers qu'on impose. C'est ça. Alors attention, il y a quand même une nuance. C'est-à-dire que dans un cas, c'est l'enfant ou c'est toi qui décide justement d'explorer ces thématiques. Et dans l'autre, il ne faut pas non plus que
le meneur de jeu, je sais pas, ou l'animateur décide de faire explorer des thématiques qui lui sont propres à lui Oui, et qui ne conviendraient pas à des enfants. Et je jeunes. comprends bien le problème en tant qu'animateur en colo, où effectivement, c'est pas nos enfants, on n'est pas sûr de l'éducation qu'ils reçoivent de la part de leurs parents, de ce qu'ont envie leurs parents. Et puis même, c'est Non, on a un rôle d'éducateur aussi en colo, et c'est pas les principes d'éducation qu'on. Et on ne sait pas quel est leur Pas le background, principe, quoi. même C'est ça. émotif. Emmanuel, tu voulais parler? Ouais, il me semble qu'en plus, sur une colo, quelque part, on a les gamins dans une situation qui est quand même vachement ludique, où il y a peu de temps pour se poser, pour discuter, etc. Donc, quelque part, ce serait pas le lieu ni le moment d'aborder... Ça dépend de comment la Euh, colo est organisée. En principe, ils ont ouais. quand même des temps libres. Et en plus, a fortiori sur des colos ados, où ils sont vraiment au fur et à mesure du séjour, on les rend vraiment moteurs du séjour, hein, quand même. Ouais, mais enfin, ce que j'essaie de mesurer, c'est par exemple, imagine un atelier, un contexte où tu as des gamins sur toute l'année parce que bon voilà, gamins difficiles dans un quartier machin, donc comme on peut avoir pour n'importe quel atelier culturel, où là l'objectif c'est d'aider les gamins à devenir moins violents ou prendre confiance en eux ou aborder des thématiques difficiles. On peut penser que sur du long terme, dans des cadres sereins, avec des animateurs qui sont sensibilisés, voire formés, on pourrait tout aborder. Alors que finalement, sur une colo où vous avez des groupes qui sont assez hétéroclites, avec donc j'aurais tendance à dire, du coup, imposer à peu près n'importe quelle thématique ou n'importe quelle approche aux gamins, pourquoi pas, tant que c'est dans un cadre qui va le permettre de l'exploiter derrière, comme quand on dit aux parents, d'accord, un gamin qui va sur Internet, pas de problème, mais c'est suivi, et derrière, on discute de ce qu'il a vu, quoi. Ça, je sais pas si je suis très claire dans ma façon Si, de on est proposer. très, Je vois. Et puis, enfin, quand je Il parlais faut de un mon accompagnement expérience, pédagogique. Il faut quelqu'un qui a... Juste quand je parlais de mon expérience, je voulais juste dire que des thèmes assez sombres peuvent ne pas être traumatisants pour des enfants, sûr, des bien jeunes, même si voilà, mais c'est pas quelque chose qu'il faut imposer, ça c'est sûr. C'est pas le genre de thème qu'on impose aux gens. Je peux juste dire que naturellement, quand on regarde juste des enfants qui délirent dans leur imaginaire tout seuls, de base, Oui. ils peuvent être extrêmement violents, Oui. Ouais, bien tout à fait. plus que nous et de manière vachement saine. Quoi. Mais tu vois, ils se... Mais attends, je crois que Natacha veut. Encore une fois, ils se mettent leur violence, ils se mettent C'est un eux-mêmes choix. leur Seul, ouais, violence. c'est C'est un ça. choix. Natacha. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand j'arrive en colo avec un jeu à faire jouer, je suis aussi là pour leur faire découvrir autre chose que ce à quoi ils ont l'habitude de jouer, sans vouloir trop caricaturer. En général, ils ont l'habitude du jeu de rôle classique, ils ont beaucoup joué à Donjons et Dragons, ils ont fait quelques parties du Monde des Ténèbres. Voilà, enfin sombre parfois, et donc du coup, je sais pas si sombre est un jeu de rôle classique, mais voilà, c'est juste. C'est un jeu traditionnel. Et donc du coup, j'ai envie de leur montrer autre chose, et autre chose que ces problématiques noires auxquelles ils auraient envie de jouer, autre chose que les systèmes auxquels ils ont envie de jouer. Maintenant, quand je vais en colo, je fais jouer Prosopopée. D'accord. J'allais justement te demander du coup, mais quel jeu tu fais jouer? Donc du coup, voilà, là tu explores aussi une problématique zen. Qu'est-ce qu'il dit le public? Le public demande que je parle de mon expérience de Prosopopée. Ah oui, c'est Moi intéressant aussi, avec les parce enfants. que je connais pas Prosopopée. Attends, Fabien, on ne t'entend pas. Je motive ma question parce que... Non, on ne t'entend pas. Je motive ma question parce que très souvent, Prosopopée est réputé être un jeu difficile d'accès, qui ressemble pas du tout au jeu de rôle. À la lecture. Ah, d'accord. À la lecture. Mais Souvent, enfin, les j'ai lecteurs- aussi entendu ça pour le jeu lui-même. Hein. Ah bon? Donc, oui. Ah, pourtant. Donc, et un jeu qui ressemble pas à du jeu de rôle habituel. Donc, je serais intéressé d'entendre ce que Natacha a à dire sur comment elle amène Prosopopée, D'accord. Natacha? comment elle le fait découvrir, comment c'est reçu. Alors, c'est une question qui soulève plusieurs problématiques que de toute façon je voulais aborder. D'abord, pour commencer, il faut savoir que les conditions de jeu en colo sont un peu particulières parce que les effectifs d'animateurs pour les jeunes sont de 1, enfin, avec l'organisme avec lequel je pars, sont de 1 pour 8. Les effectifs normaux de jeunesse et sport, c'est 1 pour 12. Donc voilà. Et en plus, quand on fait des temps de jeu, on n'est pas tous les animateurs en train de faire du jeu de rôle avec un petit groupe de jeunes. Donc on est forcément avec au minimum 8 jeunes autour de la table. Moi, j'ai pu jouer avec 15 jeunes. Et là, ça pose problème aussi de comment organiser la partie, comment répartir la parole, etc. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu faire Prosopopée by the book. Désolé Fred, mais voilà,
parce qu'il fallait l'adapter à la répartition de la parole. Bon, j'ai insisté pour quand même avoir pas plus de 10 joueurs, mais 10 joueurs c'est déjà énorme quand même. D'accord. Et je me suis arrangée pour que ce soit principalement des médiums et qu'on soit, en me comptant moi, que 2 ou 3 nuances. D'accord, ouais. Je rappelle donc que prosopopée, on joue au moins une nuance et tu me corriges si je dis des choses bizarres, le public. Au moins une nuance. Au moins un médium. Ouais. Et, Au moins une nuance, au moins un médium, donc je relais dans les micros. il y a, quand on joue, il y a au maximum 2 nuances et 3 médiums. Au maximum, Au maximum 2 nuances et 3 médiums. Oui, donc c'est ça. Donc du coup, j'avais mis 2 nuances. J'avais Ça se demandé joue entre 2 et 5, voilà. Ouais, 2 nuances et 3 médiums, voilà, entre 2 et 5. Et donc je crois que j'avais demandé à quelqu'un que si, oui, on devait quand même être 3 nuances du coup. Et tu pouvais pas juste les répartir en 2 tables déjà à ce moment-là, ou t'étais obligé d'être avec les 8 en même temps? Non, parce que pour expliquer les règles et pour expliquer justement ce jeu de rôle qui est extrêmement particulier pour des joueurs qui découvrent, qui ont l'habitude du jeu de rôle traditionnel, c'est Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait déjà joué. ouais, à la au moins au table, c'est ça départ quoi. D'accord. Je m'étais dit bon, à la limite Mais dans la suite du séjour, ils peuvent se après. voilà, enfin, je peux laisser le bouquin à la disposition, mais voilà. Donc déjà, voilà, on joue dans des conditions particulières et les conditions de colo obligent à adapter les jeux, obligent à ne pas pouvoir exactement jouer by the book parce que on a des problématiques de répartition de la parole qui font que il faut qu'on prévoit des choses en fonction, éventuellement qu'on adapte les fiches de personnages. C'est pas ce que j'ai fait pour prosopopée, mais j'ai pu le faire pour les Erandukyo par exemple. J'ai fait jouer les Erandukyo aussi. Oh la vache, t'as fait faire les Erandukyo. Ah, c'est violent. J'ai adapté du coup. Mais voilà, c'est Ok. Et donc ça passe? Et ça passe nickel. Alors lequel? Les Erandukyo ou prosopopée? Donc voilà, donc je reviens sur prosopopée parce que la question a été posée d'abord. Prosopopée, ça ne laisse personne indifférent. Déjà, ce que j'aime quand je joue avec des jeunes, mais aussi quand je suis en cours en fait, de toute façon, c'est que les ados ne sont pas encore, comme ils ont forcément pas vu ou lu autant de choses que nous en général, ne sont pas encore dans les problématiques de tout a déjà été créé. Et donc ils ont une imagination extrêmement libre et ils ont une capacité de création qui m'impressionne toujours et qui me rend toujours émerveillée, voilà. Et donc dans prosopopée c'est particulièrement visible parce qu'ils sont capables de créer des univers et des mondes et des problématiques extrêmement belles. Et donc c'est ce qui est ressorti de la partie de prosopopée. Après, à la fin de la partie, j'ai des jeunes qui m'ont dit c'est intéressant, mais je préfère. En fait, en gros, ils avaient envie d'être surpris. Je préfère quand j'ai pas autant de choses à créer dans un univers. J'aurais préféré travailler plus mon personnage, etc. Bon, voilà. D'accord. Ouais. Et puis après, j'ai eu une gamine qui a été absolument émerveillée, qui m'a demandé les coordonnées du jeu pour le trouver sur Internet, à qui j'ai donné, je sais pas si elle écoute les podcasts, mais voilà, à qui j'ai parlé de la cellule, parce qu'on en a rediscuté après la partie. Voilà. Et donc. C'est vachement intéressant parce que. Du coup, moi j'ai une première question, c'est est-ce que tu as observé des réactions infantiles de la part de jeunes joueurs? Parce que c'est un peu le premier truc qu'on peut se dire, genre il y a des joueurs, donc il va y avoir des trucs infantiles. Qu'est-ce que tu appelles les réactions infantiles? Des trucs du genre de la compétition mal placée, des gens qui se braquent pour des voilà, du cabotinage, des gens qui rigolent comme des ados sur une bêtise, tu vois les trucs. Je dis pas que ça arrive, hein, moi je dis les clichés qu'on peut s'imaginer. Surtout que ça arrive avec les adultes aussi. Hein. Oui, mais pas sur prosopopée. Voilà. J'ai pas le souvenir sur les j'ai fait jouer Sens aussi, Sens Renaissance en colo. J'ai pas le souvenir que ça me soit arrivé vraiment dans ce sens-là. Ou alors c'était pendant les pauses, tu vois. Enfin, je pense. Mais après, le public des colos joués et jeux de rôle, c'est quand même un public particulier. Hein. C'est déjà des gens qui sont bien dans le ouais, truc. C'est déjà des gens. C'est ce que j'allais te faire comme réflexion, c'est que ce que tu dis comme commentaire, j'ai l'impression que c'est déjà des rôlistes routard en fait. En général, en tout cas, pour la tranche d'âge 14-17, à une ou deux exceptions près, ils ont déjà au moins été joueurs. Bah oui, parce que tu parles du monde et en des général, ténèbres. on en a qui arrivent avec des jeux créés. Ils arrivent, ils ont leur système, leur univers, et ils ont envie de faire jouer leur jeu, quoi. Enfin, leur système, tu veux dire un truc que tu lances des dés, quoi. C'est génial. Oh, je troll, pardon. C'est génial. Et moi, je suis là pour leur dire non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. c'est vraiment génial parce que là, quand tu disais donc des 13-17 ans, 9-14 ans, tu me dis ils ont joué à Vampire, ils ont joué à Donjons et Dragons. C'est très impressionnant. C'est-à-dire que faut qu'on se remette dans le cadre que moi, à mon époque, on jouait déjà à ça.
Bah oui, bon, oui, mais puis moi j'ai commencé à jouer, tu vois, fin collège, début lycée, quoi. Bah, comme Là, la majorité des gens, je pense. Ouais, c'est fou, quoi. Enfin, moi, ça me remplit de joie et d'espoir. Tous les gens qui disent, le jeu de rôle est mort. Ouais, donc les gens, dans les si jamais vous conneries, voulez vendre, Putain, partez en colo jeu de rôle, quoi. Voilà, Et c'est si ça, vous voulez ça, vendre du ça. jeu, arrêtez de vous adresser à la nostalgie des trentenaires. Les jeunes, ils jouent aussi et largement Ouais. autant, quoi. Ouais, il y en a plein, hein, des gens qui font du jeu de rôle Ouais. autour de moi et depuis un moment. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. Et C'est- des créateurs c'est de super jeux amateurs, il y en a plein. Hein. Ouais. J'ai au moins 3 amis qui ont fait leur système dans du Medfan pour faire leur petit univers à eux. cool. Ils ont commencé à quel âge? On rappelle que François a 19 ans. Hein. Guillaume, qui est un très vieil ami et il a créé plusieurs systèmes pour plusieurs jeux de rôle autour de plein d'univers. Le dernier en date, il a créé un système pour jouer à Zelda, le jeu vidéo, mais en jeu de rôle, Génial. voilà, dans l'univers, parce que c'est un univers qui nous fait bien triper entre amis. Et, enfin, il fait à peu près... il fait un système tous les 2 ans, il en a fait 5 ou 6. Du coup, à la question, je Et pense là, que... il est plus vieux que moi, lui, il a 23 ans cette année, je crois. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, je pense que la Maxime. question que tu disais derrière, quand tu dis j'ai l'impression que tu joues avec des rôlistes routards, c'est du coup, qu'est-ce que ça change de jouer avec des jeunes? Parce que si c'est comme jouer avec des rôlistes routards, à part, tu me dis cette capacité d'imagination de fou. Ouais, et puis du coup, ils sont routards, mais ils sont routards tradis en général quand même. Hein. Ouais, enfin, c'est Ouais, comme mais des joueurs normaux, quoi, en fait. Ouais. Comme des joueurs de convention, quoi. Je sais pas, moi pour moi, il y a vraiment l'aspect colonie de vacances aussi. Est-ce que le fait que tu aies une autorité sur eux, ça change du coup le rapport MJ joueur? C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de réaction infantile, enfin ce que tu appelles les réactions infantiles, peut-être, je sais pas. Voilà, et après, il y a l'autre aspect. Il y a aussi qu'il doit y avoir des dynamiques de groupe. Les jeunes sont vachement sensibles au regard d'autrui. Oui, tout à fait, surtout Il y a les des ados. dynamiques j'allais dire assagissantes, je sais pas comment dire, ils s'assagissent entre eux, quoi. Vraiment, il y a une pression sociale beaucoup plus forte qui s'exerce Ouais, à certains âges. Quand un groupe de jeunes est en Ouais. présence d'une autorité, Difficile c'est de pas faire, du tout le même comportement ouais. que sans l'autorité ou avec juste l'autorité et pas le groupe. Enfin, même entre Les jeunes, deux, difficile de faire prout-prout pendant un scénar ou caca boudin, tu vois, c'est Bon, évident. Enfin, je veux dire, Bof. Entre vieux Non. potes à 15 ouais. ans. Ah ouais, oui, non, mais je suis d'accord, entre vieux potes, mais on est dans une colo. Ouais, dans Les une gens colo, se j'avoue que dans connaissent une pas colo avec des forcément. inconnus, ça Dans doit une être colo, spécial. ouais, Je l'ai c'est jamais ça. fait, donc. Quand je Ouais, dis la colo, sauf ouais, c'est le regard. qu'en une semaine de colo, Emmanuel. au bout de 2-3 jours, tu as déjà des petits groupes qui se constituent Ouais, d'accord. de potes qui vont s'entraîner sur les conneries. C'est vrai qu'à cet âge-là, t'as que 15 ans, donc en fait, passer 3 heures avec quelqu'un, c'est déjà un gros pourcentage de ta vie, quoi. Natacha. Non, et puis ce que tu vis en colo, c'est quand même extrêmement fort. T'es dans un petit monde, un microcosme où tu vis en permanence à 45 et tu vis toute ta vie quotidienne avec les gens. Donc du coup, même si c'est Mais regarde, François, on se connaît depuis c'est, 24 heures. j'ai envie de dire, c'est l'intensité de la relation à façon B-stage, quoi. Tu vis un truc hyper intense pendant 10 jours. Et en général, tu les revois pas après. Je suis désolée pour les jeunes qui écoutent, hein, mais c'est vrai, en colo, tu revois pas trop les copains après. Mais par contre, pendant 10 jours, t'as l'impression que c'est tes 40 meilleurs amis, quoi. Ouais, Ou alors tes 40 pires ennemis, selon comment tu vis les relations. bien sûr. Ouais. Ouais, c'est C'est vrai que c'est un truc qu'on fait souvent en jeu de rôle, Merci. un groupe de gens qui sont ensemble, mais nous, on sait pas ce que c'est en fait. Et en fait, via la colo, tu peux l'imaginer, quoi. Vivre 100% avec des gens. Du coup, il y a vraiment synesthésie, quoi. Les gens, non seulement ils jouent des groupes qui vivent leur vie Il y aurait un ensemble. freeform intéressant à faire sur Mais ouais, je suis en train de me dire, il y a carrément, tu fais un freeform sur 40, mais c'est un GN en fait. Pardon, je t'ai coupé. Non, j'allais Emmanuel. partir sur légèrement de choses, donc si tu veux terminer. Bah non, voilà. Non, mais c'est intéressant le parallèle que souligne Maxime. Emmanuel. Moi, ce qui m'a fait lever l'oreille là, c'est le côté autorité, parce que pour le coup, alors moi j'ai vécu un truc assez rigolo. Je ne m'attendais pas franchement à me retrouver dans cette situation-là, mais en tant qu'animatrice dans un lycée, enfin sur la part d'animation d'un de mes postes, je me suis retrouvée dans le club de jeux de rôle des élèves. Et les élèves m'ont proposé de venir jouer. Et donc, j'ai débarqué. C'est l'autre sens de jouer avec des jeunes, c'est être maîtrisé, Ouais. masterisé par un jeune. Hein, aussi. Ouais, dit comme ça, Vas-y, ça fait maîtrise-moi. bizarre. Mais alors bon, en plus c'était foireux parce que je me suis retrouvée embringuée dans une partie de Donjon de Naolbug. Vous connaissez mon jeu de rôle, mon amour pour les jeux de rôle pas sérieux. Donc ça a été assez épique. Allez, Mais, parlez Le jeu, plateau ou le jeu de Emmanuel. rôle? Parce que le jeu de rôle, il y en a pas. Si. Mais il est sur C'était- forum. C'était mon premier JDR papier.
Il y a un Alors, papier. Je sais pas Il y a un si JDR je sais pas si Merde. c'est de la version maison ou quoi à laquelle j'ai joué. mais En non, tout cas, il y en a c'était- un qui existe. J'ai un collègue animateur qui a fait jouer une table en colo. Donc, Et donc bon, l'expérience est super intéressante, mais du coup, en tant que prof, c'était pas forcément évident pour eux de m'avoir à la table. Et puis je me pose la question aussi de dire, finalement, passer de l'autorité animateur ou l'autorité prof à l'autorité MJ, voire à l'absence d'autorité et à l'égalité. Est-ce que ça brise pas la posture que tu es censé être créée en tant que prof? Ouais, et puis du coup, j'avais envie de demander à Natacha justement comment eux ils le vivaient. Est-ce qu'ils changeaient d'attitude pendant la partie vis-à-vis de toi? Est-ce qu'il y a des moments où tu as senti que tu reprenais une autorité d'animatrice parce que c'était le bordel ou Natacha. j'ai jamais été confrontée au problème parce que j'ai toujours joué sur des tables où de toute façon ils étaient relativement calmes et cadrés, voilà. Donc ça m'a pas, enfin, j'ai pas eu à un moment donné de dire bon ça suffit là. Ouais. Tu vois. Le truc qui brise complètement la fiction en plus, genre le retour à la réalité de la violence quoi. c'est Ouais, ça, de toute façon, c'est toute la problématique de l'animateur. Hein. C'est pareil, comment tu fais quand t'es déguisé en blob pour avoir de l'autorité, quoi. Challenge accepted. Déjà j'en vécu. connais un qui va faire court comme ça. Déjà vécu. Mais ouais, au final, alors c'est vrai que par contre, Emmanuel. moi sur la partie que j'avais faite avec eux, j'appréhendais un peu et il y a aucun moment où je me suis dit, où j'ai senti que ça allait me mettre en difficulté après quand je reviendrai dans la peau du prof. Et c'est vrai que pour le coup, ils ont fait la part des choses entre pendant. Où après de grosses difficultés, ils ont réussi à me tutoyer pendant la partie parce que lancez un dé s'il vous plaît madame. Non mais c'est bon, lâche-le madame, ça va pas le faire. Et le retour à la salle de cours de classe le lendemain a pas posé de problème. Il n'y a pas de décrédibilisation du prof. En tout cas, je l'ai pas senti, le rapport quoi. d'autorité n'est pas le même aussi. En colo, il m'appelle par mon prénom, il me tutoie. On a des délires ensemble. Donc Ouais. voilà, il y a des moments où il y a les figures d'animation. Si tu veux, animateur père, animateur mère, animateur copain. Je sais plus c'est lequel le quatrième. L'animateur, c'est celui qui est négatif et qu'il faut surtout pas prendre. C'est l'animateur beau gosse ou je ne sais plus quoi. Enfin. Et donc il y a des moments où tu as le rôle de mère en sens où tu réconfortes, voilà, pour les gros chagrins, pour tout ça. Les moments où tu joues l'autorité, c'est plutôt le rôle de père. Et les moments où tu es avec eux, juste, tu es l'animateur copain. Et donc Les théoriciens, ils sont sexistes quoi. Oui, c'est vrai. non, moi j'ai eu une maman un peu papa et un papa un peu maman. Enfin, ça me dérange pas de dire ça. Il fallait bien trouver Non, un mais terme pour simplifier les différentes postures. Mais Et donc, le rôle de l'animateur, c'est de jongler entre ces trois figures. Et à une table, tant que ça se passe bien, je suis l'animatrice copine, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. François, tu voulais prendre la parole depuis longtemps? Non, excuse-moi. Bon, je te prends de court. Moi, je peux partir sur mon exemple si vous voulez. Maxime, je t'en prie. Vas-y. Moi, ma seule expérience de jeu avec des enfants, donc c'est avec une enfant de 6 ans. Tout juste 6 ans en plus, je crois, la gamine. Très jeune. Lors d'un freeform à Studio GN. Donc, on a déjà parlé à plusieurs endroits. Et ça s'appelait sur un jeu qui s'appelait Bus Stop. Où le jeu commence, c'est le principe, c'est vous êtes des gens qui vous connaissez pas. On va jouer plusieurs scènes où vous êtes à un arrêt de bus. Et à la fin, vous allez devenir amis. Point. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec le freeform, ça ressemble beaucoup à un jeu d'enfant, en fait. Ça ressemble beaucoup à un jeu Dans d'enfant le parce que... principe. Et tu crées un personnage qui ressemble on à va toi. jouer on dit que je suis ça, tu vois le principe. On dit que je suis ça, mais avec des règles. Alors ça, il n'y a Ouais. pas de règles écrites, mais il y avait quand même Ouais, la mais scène est cadrée. C'est juste l'étape d'après. En fait, pour moi, le C'est jeu ça. de rôle, c'est aussi juste en fait l'étape d'après du jeu des enfants. On dirait que je suis la maîtresse et que toi, tu serais l'élève et que voilà, machin. Ouais, mais C'est juste ça, mais avec des règles, quoi. Et quand on le fait pas autour d'une table, ça se rapproche déjà un peu plus de cette simplicité qu'il y a dans le jeu d'enfant, voilà. Quand on enlève l'idée Alors, par d'avoir contre- besoin de costumes ou de règles avec des points de vie qu'il y a souvent dans le GN ou des règles de compétences machin, voilà, on se rapproche. En fait, on finit sur le freeform, mais en fait, ça ressemble vachement à ça. tu vas voir s'il y a un serpent de cendre, ça ressemble à un jeu pour enfants. Ah, je sais pas, mais. Pourtant, c'est ça, hein, c'est juste on est autour d'une table, il n'y a pas de règles. Alors, qu'est-ce que c'est que Ah, le mais pour enfants, parce que les problématiques sont Ah, mais je pas. sais. Est-ce pas qu'on parce qu'on pourrait aborde pas les peut-être mêmes Mais je peux juste finir- expliquer ce que c'est que le freeform? Non, c'est un peu Ah. compliqué. Donc, non, mais je crois pas que j'ai. Moi, je suis pas expert de la définition, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Pour moi, c'est une espèce de truc entre le GN et le JDR. Donc, c'est un GN. Moi, j'appelle ça le GN sans préparation.
Donc, et je pense que je vais me faire tordre la gueule par les gens qui en font. Donc c'est pour ça que je veux pas donner de définition parce que D'accord. juste. ok. Et Moi, je Studio sais GN, pas. ils appellent ça du GN. Hein. Pour Ok. eux, Bus Stop, c'est un GN, je crois. C'est pas un freeform, c'est un GN. Mm. Ok. Moi, je sais pas ce que c'est le freeform. Donc, Parce que tu je joues posais vraiment la question mais de par façon naïve. contre, J'ai pas de définition. mais tu vois, par là-dedans. exemple, en fait, j'avais pas le costume, et moi j'ai dit, moi, mon personnage, il a tout le temps un costume en tweed, toi. D'accord. Mais j'étais habillé normal en maxime, et du coup, ils devaient imaginer eux-mêmes que j'ai dit, moi j'ai un personnage basané avec un costume en tweed. Très bien. Alors, du coup, raconte, Et, finis ton anecdote. Ouais, sur- et sur- l'enfant, par contre, tu vois, il y a son Juste, père. c'est un jeu adapté, enfin créé pour des joueurs aussi jeunes. En fait, on savait pas, c'est juste un jeu qui a été écrit. Et quand il y a la petite fille qui a voulu jouer, ils ont demandé à leur gars l'a dit moi, a priori, j'ai pas de. C'est un jeu feel good. Hein. Justement, a priori, les thématiques s'y prêtent à ce qu'une enfant joue. Il y a le père qui était là et qui a dit moi, je veux pas jouer au jeu a priori, mais je reste à côté dans la salle, je ne dis rien pour être là au cas où. Et finalement, il a joué le babysitter de la petite fille. Et il était dans la partie. Au lieu de jouer à 4, au final, on a joué à 5 avec le papa. Et ça s'est super bien passé. Alors pourquoi aussi ça s'est bien passé? C'est que dans cette pratique-là, il y a des ateliers pré-GN et des ateliers post-GN. Donc il y a déjà les ateliers, on apprend à faire connaissance, juste on se balade dans la pièce, on se dit bonjour, on se sourit, on se serre la main, on s'enlace, on se raconte des blagues en langage Sims, donc ce genre de conneries. On apprend à avoir les ridicules ensemble, à rigoler comme des cons ensemble. Et à la fin, surtout, on refait un débrief, on dit... en plus, dans cette partie, le jeu est. Alors, ce que j'ai adoré pour mon expérience avec les enfants, c'est que dans le jeu, la création de ton personnage est collaborative. Tu as une idée, tu dis aux autres, voilà mon personnage est ceci, cela, ceci, cela. Quand vous le voyez à l'arrêt de bus, ceci, cela. Et après, chaque joueur peut te poser une question. Et tu es obligé de répondre. Et les meilleures questions, c'était l'enfant de 6 ans. Oui. Genre, il y en a qui disent oui, est-ce que tu es marié? Et tu as l'enfant de 6 ans qui font est-ce que tu aimes les animaux? Tu penses pas à ça quand tu crées un personnage. Et fondamentalement, c'est juste capital. Et oui. Et c'est la gamine qui va te dire c'est quoi ta couleur préférée? C'est le Petit Prince à Saint-Exupéry, c'est C'est génial. C'est parce que voilà, pour moi c'est pour ça que j'adore jouer avec des jeunes ou travailler avec des jeunes, c'est parce que C'est ce que tu décrivais au début du podcast, en fait, Natacha. parce qu'ils posent des vraies bonnes questions au final qu'on se pose plus vraiment et que parce qu'on oublie de se les poser alors qu'en fait c'est les seules questions qui comptent, quoi. Exactement, ouais. C'est qui ton amoureuse? Ça, alors que nous on dit c'est quoi ta situation maritale? et elle va te dire c'est qui ton amoureuse? Tu vois, si t'as même pas le choix d'en avoir une, c'est qui? Ça, c'est bien, ouais, c'est marrant, ça. Quand même. Et c'était assez ouf, quoi, de voir cette gamine qui joue. Alors par contre, dans le jeu, on l'a un peu dit, son frère lui a dit tu vas quand même jouer une enfant qui a à peu près ton âge parce que sinon ça va être compliqué. Et le seul moment où il y a une grosse difficulté, c'est que dans le jeu, pour ceux qui le cherchent, vous le trouverez sur murderparty.org, tu joues plusieurs scènes, donc tu joues des scènes après, alors qu'on est déjà amis, genre quand on fait une surprise pour un joueur, puis tu joues la première fois qu'on se rencontre à l'arrêt de bus, on n'a pas le droit de parler. Ça, c'est assez fort comme scène déjà. On n'a pas le droit de parler. Deuxième scène, il pleut. Donc on est obligé de se serrer dans l'arrêt de bus. Troisième scène, il y en a un qui n'arrive pas ou qui arrive beaucoup plus tard. Quatrième scène, je sais plus. Et après, c'est la dernière fois que vous vous voyez avant très longtemps. Parce que voilà. Et il y a une scène ensuite 5 ans plus tard, on se revoit tous pour l'occasion. Et là, je dis juste en limite, c'est là que la gamine a eu beaucoup de mal. S'imaginer dans la peau d'une gamine de 11 ans, elle n'y arrivait pas. Elle disait j'ai un appartement, tu vois, parce qu'elle sait pas ce qui va se. Enfin, pour elle, 5 ans, c'est complètement abstrait, quoi. Et c'est le seul moment où elle a eu une grosse difficulté, mais sinon c'était vraiment génial. C'est compliqué la Natacha. temporalité pour les petits, effectivement. Ça avait l'air de t'émouvoir. T'as l'air d'avoir plein de trucs. donné envie de jouer, du coup on peut y jouer, on peut y jouer cette semaine si vous voulez. Les quelques 4 joueurs et c'est parti. Hein. Je trouve ça magnifique. Le fait qu'il y en ait un qui soit absent et qui arrive plus tard. Ou pas d'ailleurs. Du coup, ça va donner envie aux autres de lui parler de lui peut-être dans son dos et donc du coup d'amorcer une conversation. Par contre, c'est un jeu 100% feel good. Ça a l'air génial. Hein. Donc, c'est une mièvrerie absolue, excusez-moi. Mais... Ah oui, mais tu rigoles, mais le but du jeu, c'est après le jeu, t'as juste la banane. Oui, et puis. Et j'avais grave la banane après le jeu. Bon, après, je joue sur la sec. Moi, il me semble que la plupart des jeux de ce type-là, donc les freeform, parce que j'ai regardé quand même sur internet une petite définition, et donc apparemment, c'est juste du jeu de rôle avec des règles très très simples, hein, qui tiennent à peine sur un bout de papier. Hein. C'est des règles assez même informelles ou simplifiées, dit Wikipédia, et qui peuvent englober éventuellement plusieurs personnes. Et là, c'est écrit que typiquement, ça implique généralement un grand nombre de personnes, et ils disent de 8 à 200 joueurs, en fait.
Là, pour le coup, on était 4 joueurs. 5. Donc, Ça me paraît bizarre comme définition. ouais, c'est bizarre. Elle me paraît très étrange. Ouais, la non, définition. peut-être que je me définition trompe, hein. Wikipédia, là, pour le coup. Moi, j'irais plutôt sur. Là, pour le coup, on voit bien la faiblesse de Wikipédia. Hein. Ouais, non, mais Moi, j'irais plutôt d'accord. sur électrogène, tu vois. Disons que moi, je pense que ce sont des jeux qui servent en fait à un petit peu comme les jeux qu'on voit parfois dans les mariages. Ce sont des jeux qui servent aux gens à se rencontrer. C'est-à-dire, ce sont des motivations qui vont pousser les gens à discuter entre eux. S'il n'y a pas d'atome crochu entre les personnes, c'est une activité. Alors, excusez-moi, mes amis, mais là, je vous vois tous faire des noms de la tête, machin truc et tout. Bon, moi, j'ai Je te laisse dans finir, plusieurs pour autant, soirées- on t'interrompt pas pour J'ai été dans plusieurs Alors, soirées juste, Est-ce d'adultes. qu'on pourrait pas faire un podcast freeform à un moment donné plutôt J'ai été dans plusieurs soirées d'adultes où clairement le jeu de société servait à sociabiliser les gens entre eux. Oui, C'est-à-dire- d'accord. Des mais comités pas le freeform d'entreprise, tu sais, spécifique, pour qu'il y ait une spécifiquement, union de pensée dans la boîte. Alors, il y a des choses comme ça, exactement. Ça se fait dans les entreprises. Ça se fait également dans les mariages, encore une fois, je le répète, où les gens, en fait, utilisent ce genre de jeu, de mini-murder, finalement, pour faire en sorte... les stages de théâtre pour la communication entre les gens dans les groupes entreprises, tout Et ça. voilà. Et oui. moi, je sens dans Bus Stop un jeu qui peut permettre de créer des affinités comme ça avec des gens qui, a priori, ne se connaissent pas. Et tu vois, le côté Bus Stop, en plus, le théâtre même du jeu, proposé par le jeu, c'est typiquement un endroit où on rencontre des gens inconnus. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait à un arrêt de bus ? On ferme sa gueule, on regarde le sol et on parle surtout pas aux personnes qui sont autour. Donc je pense que le contexte du jeu est pensé aussi pour ça. C'est regardez ce moment où vous vous regardez les pieds. Eh bien, vous pourriez le passer plutôt à vous poser des questions, à discuter et à rencontrer les gens. Vous pourriez faire un groupe d'amis. Quoi. Exactement, ne restez pas dans votre bulle. Voilà ce que ça dit, Bus Stop. La tête d'Emmanuel est mythique. Et donc Ouais, donc- non, mais déjà. Ouais, pardon, non mais excuse-moi, attends. Et on peut aimer aborder des thématiques sérieuses avec le jeu de rôle. Il y a No Susai, mais il faut se dire aussi qu'il y a certains jeux dont le but est juste d'aborder certaines thématiques du type, effectivement, l'amitié, la rencontre inopinée. Voilà, je sais pas, ça me semble pas déconnant. Et en fait, ça peut revêtir une profondeur, même si c'est pas sérieux. Je trouve qu'on a une grande facilité à se souvenir des scènes qui nous ont émus dans le sens dans le sens des pleurs. C'est comme au cinéma, c'est genre que la tristesse, c'est un sentiment plus puissant que la joie. Genre, c'est noble quand ça t'a fait pleurer, alors que quand ça t'a juste fait marrer, c'est léger. Alors que, enfin, moi je trouve. Il est beaucoup plus facile de faire pleurer que de faire rire au cinéma. Hein. Et même en jeu de rôle, je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeux où en fait on a vécu des événements dramatiques, mais à des scènes où on s'est marré en tant que personnage et pas en tant que joueur. C'est pas si souvent que ça où on a eu juste du feel good en tant que joueur. C'est n'est-ce pas l'auteur de sens, hein. Les drames c'est facile en fait. Mais c'est pas. Je t'emmerde. Merci. Je dirais pas que François. les scènes de joie sont plus. Elles sont plus rares, elles sont plus dures à déclencher, ça c'est sûr. Je dirais pas qu'elles sont moins fortes. Je pense que dans l'imaginaire collectif, elles sont moins. Je suis désolée, mais j'ai vraiment Natacha. envie de refermer la parenthèse. Enfin, est-ce qu'on peut pas faire un podcast Oui. Bus Stop ou un podcast Freeform juste C'est juste que cette expérience avec cet enfant, voilà, donc ça s'est super bien passé. C'était tip top. Elle posait tout le temps des super questions. Elle relançait vachement les scènes des fois. Des fois, elle avait des moments un peu difficiles. Il y avait des moments où ça devenait dur pour elle de vraiment, de rester dans le personnage. Enfin, il y avait quelques moments, mais rien de bien grave. Hein, franchement, c'était. Et il y a eu la fin. Autrement, c'était une joueuse comme les autres. Et le fait qu'on ait les ateliers avant et les ateliers après, en plus, moi, comme je l'ai dit déjà dans les micros de Radio Release, je trouve que ça rend la pratique super saine. Tu viens, t'as un atelier avant, un atelier après, c'est fini, t'as vécu ton expérience et c'est cool. Il y a des moments comme ça dans les colos. Alors ça vient peut-être un petit peu à l'envers dans la structure de la colo sur laquelle Natacha. je pars, mais où on passe à une partie plus réalisation de projet en deuxième partie de séjour. Et parmi les ateliers qu'on propose, il y a transmettre nos techniques de MJ, mais il y a aussi transmettre nos techniques de joueurs. On appelle ça, sur quelques séjours, on a appelé ça la RP Academy, et on a fait des exercices de théâtre. On a aussi fait des trucs pour leur montrer que ils pensent tous à des trucs différents. Par exemple, on leur a fait dessiner un elfe pour leur montrer que ils dessinent tous un elfe différent au final. Et du coup, on peut-être un peu à l'envers, il faudrait peut-être commencer par ça, mais ça aide notamment pour la dernière grosse animation du séjour qui est le mini GN, parce qu'on fait un mini GN en fin de séjour. D'accord, ok.
Emmanuel, tu veux Ouais. intervenir? Par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, donc que toi visiblement t'as pas rencontré, Maxime, oui, excuse-moi. Alors moi je me suis retrouvée avec au moins une gamine sur des ateliers Utopial, donc qui était peut-être un poil plus jeune. Je suis pas très douée avec les gosses, on peut pas regarder les dents pour savoir l'âge. C'était peut-être plus du 4-5 ans. Mais du coup, Tu peux regarder les dents. hein. oui, mais ça te donne pas l'âge. Elles sont toutes tombées au bout d'un moment, ça sert à rien, quoi. C'est une horreur. Juste à baver partout. c'est dégueulasse. Emmanuel caricature sa propre position. Emmanuel est souvent notre biologiste, notre vétérinaire ici. Donc là, tu caricatures ta propre Surtout, position. faut être quoi. honnête, j'aime pas les enfants. Déjà, Pourquoi- je suis Et sûre pourquoi que t'as c'est fait un atelier avec contagieux. des enfants du coup? Parce que voilà, l'occasion s'est présentée, que c'est toujours enrichissant et que maintenant que je sais. J'aurais un parallèle dégueulasse à faire, mais je le ferai pas du coup. Ouais, non, évite. Ouais. Donc non. Qu'est-ce que c'est que ce Bon, est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? Mais vous êtes Mais insupportable. non, c'est pas sérieux. Il y a Donc que Maxime qui t'interrompt. Hein. Ah, bon. oui, c'est ça. J'ai un peu tendu la perche, j'avoue. Le problème que j'ai rencontré avec cette gamine-là, c'était un problème, alors pas directement d'écoute, parce qu'elle était attentive quand les autres parlaient, mais une incapacité dans ses propositions à prendre en compte ce qui venait d'être dit. Et du coup, elle se retrouvait à faire des propositions qui allaient à contresens ou qui étaient décorrélées, etc. Alors je sais pas si c'est un problème de construction de l'altérité et de l'empathie ou des choses comme ça, mais du coup un souci qui bloque la partie puisque elle va partir à contresens par rapport aux autres, etc. Donc, je sais pas si vous avez déjà... Elle devait être assez jeune, non? Parce que Oui. ça, ouais. Mais je pense Je pense qu'on que était peut-être plus un- sur du 4-5 ans peut-être que sur du 6 ans. Mm. Et c'est vrai que ça fait partie... Et après, bon, les plus vieux, c'est vrai que on se retrouve vers 7-8 ans aussi avec un problème de se poser et d'accepter d'écouter l'autre, et d'accepter de prendre le temps et puis d'accepter le jeu aussi par rapport à ce que propose l'autre, quoi. D'accord. Donc les grosses difficultés, c'est vrai que Natacha parlait de concentration tout au départ Alors oui, ça c'est clair. Tu peux pas jouer 4 heures d'affilée avec des enfants. Oui, alors la Natacha. problématique moi, que j'ai en colo aussi, c'est tout simplement le temps. On commence les ateliers vers 9h30. À midi et demi, il faut qu'on s'arrête pour qu'ils aillent manger. Entre-temps, ils ont une pause de 1 demi-heure. Sachant qu'ils sont 8 autour de la table au minimum, ça réduit considérablement le temps de la partie. Même si on arrive, dans le meilleur des cas, à avoir 2 matinées, par exemple, de jeu, on peut pas, comme avec des adultes, se dire c'est pas grave, on joue jusqu'au bout de la nuit. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me demande si c'est pas Emmanuel. intéressant dans ces cas-là d'avoir juste 1 ou 2 joueurs un poil plus vieux pour temporiser, pour servir de repère aux plus petits, etc. Si ça peut pas. C'est Non, très intéressant. Maxime, De repère dans quel sens? Et de servir d'exemple, dire le comportement à une table de jeu de rôle. Ah ouais, mais Oh moi là là, justement, les je trouve que c'est grosses l'inverse qui est activités. intéressant. Le dresseur. Moi, je pense que la justement, dresseur. Moi, je pense que l'inverse est encore plus intéressant, c'est que justement, des fois, c'est des enfants, même souvent, qui nous rappellent des trucs que nous on fait plus en tant qu'adultes et que c'est à nous des Ça, fois de c'est nous vrai pour inspirer. les enfants plutôt jeunes. Hein. Pour les ados, je sais Ouais, pas. moi, ma seule expérience c'est avec des ados, Parce que des pour enfants les, jeunes. pour les enfants plutôt jeunes, c'est vrai que du coup, c'est ceux qui n'ont pas encore peur du regard de l'autre, contrairement aux adultes, et qui vont être plus spontanés en fait. Alors, En moi, même temps, le petit frère Ouais, va souvent se référer au grand frère ou à la grande sœur pour calquer le comportement, etc. C'est vraiment en ce sens-là que je le voyais pas avoir des ados pour montrer l'exemple aux petits, mais juste avoir des points d'ancrage, des points sécurisants que l'adulte ne peut pas forcément représenter, quoi. Alors moi, il y a un truc qui est clair, c'est qu'en tant que game designer, les enfants, ce que je trouve génial, c'est qu'ils permettent tout de suite de tester. J'ai envie d'utiliser. Alors ça, c'est vrai. Alors il y a une animation, Emmanuel- il y a une faille dans Natacha. une animation en colo. Je parle d'animation générale. Les gamins la trouvent. Hein. Alors là, il y a pas de Voilà. problème. Hein. Alors c'est ce que je voulais dire, c'est que les enfants notamment, là où je les trouve très très forts, c'est pour ce concept qu'en jeu vidéo on appelle l'affordance. L'affordance, c'est comment le design d'un objet va inviter naturellement un joueur à jouer avec lui de telle ou telle manière. Par exemple, quand on voit un tuyau dans Mario,
quand on voit le tuyau dans Mario, on a tout de suite envie, lorsque Mario est sur le tuyau, d'appuyer sur bas, parce que ça semble logique qu'on puisse rentrer dans un tuyau. Et le fait que les champignons ils aient le haut rond, ça donne envie de sauter dessus. Ça donne envie de sauter dessus. Eh bien, pour tester l'affordance de ces règles, c'est-à-dire en fait comment les règles invitent des joueurs à faire quelque chose, les enfants, c'est magique. Par exemple, c'est en jouant au Val avec des enfants que j'ai compris que je devais faire en sorte que le Joker puisse être une ressource cardinale à mettre dans un être. Parce T'avais que... pas besoin des enfants pour ça. Non, mais tu vois, parce que justement, en voyant le comportement naturel, en fait, presque des enfants, utiliser le Joker. Le Joker, c'est n'importe quelle carte, tu vois. C'est logique. C'est ce qu'on a fait avec mon Donc, pote, nous, quand on a testé voilà. le Val. Donc on l'avait mis comme ça. Ça peut être intéressant. Mais t'es un grand C'est ça qu'on est des enfants un ici. grand gamin. Donc voilà, donc tu sais bien. Moi, mon expérience avec les enfants, c'est sur du jeu de rôle traditionnel, c'est sur l'œil noir, hein, avec des figurines. Vous entendez d'ailleurs mon neveu et ma nièce, donc de 8 et 10 ans, parler de la vidéo de Maxime Chatham et ne pas y retrouver leur bille, parce que justement, ils comprennent pas. Eux, quand ils ont fait du jeu de rôle, il y avait des figurines, il n'y avait pas uniquement des dés, etc. Donc on avait cette petite blague sur le bloc de sens. Donc voilà, c'est eux dont je vais parler là. Ce sont des joueurs extraordinaires. Et eux, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas du tout les qualités et les défauts que vous avez décrits jusque maintenant des enfants. Donc je trouve ça intéressant. Et ils vont, par exemple, ils n'ont pas finalement de grandes capacités à me surprendre. Au contraire même. Je les trouve souvent dans des clichés, etc. Alors ce sont aussi des enfants qui s'abreuvent énormément du cinéma, parce que leur père est cinéphile. Il adore le cinéma, donc il leur montre plein de films, etc. Donc finalement, ils ont déjà un seuil culturel qui font qu'ils sont à égalité avec moi. Ils ont plus de culture cinématographique que moi, en fait. Hein, donc du coup, ils m'apprennent déjà la vie sur le cinéma. C'est enfin, j'ai fait une nuance tout à l'heure en disant que j'étais censé leur apporter un aspect du jeu de rôle qu'ils ne connaissaient pas. Il y a quand même des jeunes, des fois, qui arrivent avec des trucs que je ne connais pas, moi, bien évidemment. Donc ouais, déjà, mais par contre, du coup, ça fait qu'ils n'ont pas du tout un comportement surprenant. Par exemple, ils savent ce que c'est qu'un cliffhanger. Ils savent ce que c'est qu'une scène, épique, etc. Parce qu'ils ont il y a toujours moyen avec le cinéma de retrouver des billes. Par contre, il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est l'implication. Les enfants, en tout cas ceux avec lesquels je joue, sont extrêmement impliqués. À tel point que parfois, je trouve qu'ils ont du mal à faire la distinction entre ce qui relève d'eux et ce qui relève de leur personnage. C'est pour ça que je parlais du retour au réel tout à l'heure. Alors, est-ce que toi tu ressens ça déjà ? Est-ce que tu sens qu'il y a des Moi, j'ai pas joué avec des jeunes, je pense, suffisamment petits pour avoir ce problème-là. D'accord. Moi, j'adore. Moi, j'ai plus des rôlistes routards, donc qui ont l'habitude quand même un peu. Mais je peux, voilà, je peux voir la problématique de ça, et donc là, le retour au réel, ça peut être un problème que j'ai sur d'autres colos. Je fais des colos Harry Potter, par exemple, où là, on joue à être des sorciers sur toute une semaine. Faut arriver à faire en sorte que même si on joue avec des sorciers toute la semaine, non, le grand méchant, il rentrera pas dans l'école pendant que vous dormirez, quoi. C'est intéressant. Moi, je trouve en tout cas qu'en termes d'implication, les enfants sont beaucoup plus... ils sont dedans, quoi. L'immersion, il n'y a pas besoin de leur en parler. Hein. Mon expérience de sens avec... alors, c'est pas des enfants, c'est une fois, donc je joue avec des adultes, en fait. Je suis en train de jouer, puis une super partie de Blue Sky. Une partie géniale, quoi. Vraiment, ils sont à fond dedans et tout se passe bien. Et puis, vraiment, je leur dis, écoutez, les gars, là, je crois vraiment... Puis j'avais déjà fait jouer Blue Sky quand même une bonne trentaine de fois. Je leur dis, je crois que vous êtes ma meilleure table de Blue Sky que j'ai jamais eue. Sérieux du début à la fin, pas une blague, pas un point d'immersion négative. Je crois qu'ils ont fini à 12-13 points d'immersion positive, ce qui est énorme pour un scénar solo. Putain. Ah oui, non, c'était énorme. Ils étaient dedans et puis ils sortaient des trucs très profonds et tout. Et puis je leur dis, et puis à un moment donné, il y en a un qui me pose par malice, mais tu penses qu'on a quel âge ? Parce qu'ils sentaient bien que je leur parlais normalement. Je sais pas, vous avez 25, 20 ans, enfin je sais pas, je sais pas. Il fait, ah mais non, hein. Nous on a 15 ans. On a 15 ans. T'as un niveau de physionomie à moins 2, quoi. Et en fait, il est pire que moi, en fait. Hein. Moi, c'est avec les petits. Moi, je t'avoue que, en plus, c'est pas vrai. Parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, je donnais des cours à domicile à gogo. Et que des gamins de 15 ans, c'est une très jolie ville. Ouais, une très jolie ville. J'en fréquentais pas mal, si tu veux. Et là, j'avais vraiment, vraiment été bluffé. Et c'est peut-être justement ces enfants de rôlistes que j'ai rencontrés, dont Natacha parle là, finalement. C'est des enfants de genre de jeux de plateau, de jeux de société, qui ont appris à leurs enfants très, très jeunes à jouer à ces jeux et qui finalement se retrouvent matures de ces jeux de rôle, de ces jeux de société à 15 ans, quoi. Et j'avais tellement pas l'habitude de voir des joueurs aussi disciplinés, aussi sérieux, que j'étais vraiment très, très surpris, très, très bluffé. Et puis quand le jeu de rôle tradit, ça t'apprend à être sérieux.
Non, mais Non, mais je décode, je veux dire, excuse-moi. c'était en tout cas, c'était un moment extraordinaire quand j'ai appris l'âge de ces gens. J'étais vraiment très, très ému et très surpris. Et encore une fois, l'implication. Alors, est-ce que, voilà, je sais pas. Emmanuel. Après, je voudrais pas ressortir la carte scientifique, mais ça fait partie des caractéristiques physiologiques de l'adolescence, où le verrou de l'émotion... Parle dans ton micro, sinon on n'entend pas la science. Ça fait partie des... C'est important. Entendez la science. Entendez la la science parle. Écoutez. Ça, on écoute l'expert. Donc ça fait partie des caractéristiques physiologiques. Je ne suis pas non plus experte de la question, hein, mais de l'adolescence où le verrou émotionnel a beaucoup plus de mal à rester bloqué et où les émotions débordent très très facilement. Une émotion qui est ressentie, elle est tout de suite très forte, très violente, et du coup ça peut jouer aussi sur l'implication, sur l'immersion, etc. Auquel cas, oui, mais tu vois, on a différents types. Je trouve quand même que, je veux bien de ton explication physiologique et biologique, même si, je sais pas, on a des enfants qui sont trop différents pour pouvoir en tirer de telles lois. Regarde là, par exemple, entre mon neveu et ma nièce, entre les enfants que décrit Natacha en colo, il y a quand même un monde. Là, j'avais affaire à des adultes, hein. Je te jure, Maxime qui se fout de ma gueule en disant t'es payante, sacré. Bah bravo, toi il faut pas que tu tiennes une boîte de nuit, hein, parce que tu vas faire rentrer toutes les minettes de 13 ans. Tu vois, il est en train de me chambrer. Et je te jure je suis sûr qu'il se serait fait avoir. Hein, je suis sûr qu'il se serait fait avoir. Donc tu vois, il y a vraiment une variété, je trouve, chez les adolescents qui est moi je pense pas que ce soit uniquement dû à des raisons biologiques. Je pense vraiment que là il y avait aussi une éducation qui jouait, qu'ils avaient effectivement des parents. Enfin tu vois, François il est arrivé l'autre jour, il me dit, tu te rends compte, je joue avec les dés de ma mère. Ouais. Tu vois, elle m'a transmis ses dés, tu vois. C'est beau. Enfin, tu vois, je suis désolé, François, je parle dans ton nom, mais c'est. Non, mais c'est tout à fait vrai. Effectivement, je ça... joue au jeu de rôle avec les dés que ma mère m'a transmis parce qu'elle jouait au jeu de rôle quand elle était en école. C'est génial. Et donc là, je pense, voilà, c'est. Je te transmets mes dés, mon fils. Ça, je n'ai pas encore racheté de dés à moi depuis. Je joue encore avec ces dés-là. C'est pas bon pour l'industrie, ça. Consomme. Donc voilà. Donc à mon avis, on voit déjà une petite différence là. C'est, je pense, jouer avec des enfants en colo, à plusieurs, à grand nombre, et jouer avec des enfants dans le cercle de l'intimité. Je pense qu'il y a des différences. Et puis après, il y a jouer avec que des enfants et jouer avec un ou deux enfants à la table. Alors il y a ça aussi, effectivement. Ouais. Ça pareil. Ça à mon avis, parce qu'on voit bien que les problématiques rencontrées sont pas les mêmes. Toi, t'as vraiment, Natacha, tu vois, t'as exposé un certain nombre de difficultés liées à la structure, à la manière dont tout ça avait lieu. Alors que, mais en fait, j'ai l'impression que tous ici autour de la table, on s'émerveille un petit peu de jouer avec des enfants. Sauf Emmanuel, non, Emmanuel, toi, t'as pas envie de jouer avec des enfants ? Alors, je sais que moi, je crois pas l'avoir vécu en tant que MJ, mais j'ai eu des petits retours, notamment pour les Utopiales, où encore une fois, on a beaucoup d'enfants et que généralement, quand on arrive sur du 12 ans, on les bascule sur les tables adultes parce qu'il n'y avait pas de table ado, quoi. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que il y a eu aussi des moments très difficiles à cause d'un manque de maturité. Peut-être aussi que les gamins eux-mêmes se sentaient en décalage et donc avaient un comportement qui du coup dépassait un peu les bornes des limites. Et donc ça, c'est pas toujours très bien passé. Alors après, encore une fois, comme tu dis, les gamins sont tous très différents, donc peut-être que ceux-là c'était des petits monstres et puis c'est tout. Je me demande aussi jusqu'où ce manque de maturité n'était pas dû à un manque de règles en fait. Peut-être que les jeux dont tu parles étaient supposés trop des joueurs qui connaissent le jeu de rôle classique pour y jouer correctement. Parce qu'il y a des jeux il y a des jeux par exemple comme Harry Potter qui a été testé à la cellule cette saison. C'est un jeu qui cadre tellement les scènes qui sont jouées au tour par tour que des enfants peuvent y jouer très facilement. Parce qu'il y a un cadre qui empêche, à mon avis, d'abord un cadre cinématographique. Tu vois, il y a des films, il y a un support que les enfants ont peut-être vu, des livres que les enfants ont certainement lus, du moins on l'espère. Et donc, du coup, il y a tout un ensemble de règles qui les cadrent. Alors que dans la plupart des jeux de rôle classiques, eh bien, très souvent, en tout cas ceux des années 90-2000, attendaient finalement des joueurs qui connaissent le jeu de rôle classique avant de les jouer. Et je me demande jusqu'où, tu vois, il n'y a pas aussi ce problème-là qui se pose. Dans ce sens, par exemple, les points d'immersion négatifs et positifs,
avait muselé mes joueurs de 15-16 ans au point que, tu vois, ils ont été sérieux. Parce qu'ils n'avaient pas envie du mauvais point de l'immersion négative. Ils me l'ont dit, ça, après la partie, que c'était l'immersion qu'ils trouvaient géniale dans le jeu parce qu'ils avaient dit ça nous a vraiment obligés à jouer sérieux. Et ils ont tenu leurs promesses. Donc là, tu vois, voilà un exemple de mécanique qui peut limiter ce genre de cas. Après, je me souviens, Et après, je passe la parole à François, c'est promis. Hein. Pardon, non, vas-y, Emmanuel. François. Non. Je pense qu'il y a un petit souci là dans le débat, c'est qu'on précise pas forcément à chaque point les tranches d'âge. Et qu'il y a une différence énorme, mais vraiment énorme entre le 4-5 ans, le 6 ans, le 8 ans, le 12 ans, le 15 ans, le 17 ans. Entre chaque... c'est extrêmement différent. La créativité dont on parlait tout à l'heure, elle est valable, à mon avis, avant la douzaine. Ouais. Elle le devient beaucoup moins à l'adolescence. À l'adolescence, on est beaucoup plus formaté. Socialisé, je dirais, plutôt que formaté. Formaté, c'est un peu... tu vois, un peu vidé, un peu formaté. Disons que le monde a fait son office, c'est ça ? Mais disons que voilà, il y a de la sociabilisation. On s'est nourri aussi de la culture de nos parents. Je dis ça au niveau de l'âge. Je suis pas forcément un très bon référentiel au niveau de l'âge en termes de maturité. J'ai eu des gros problèmes avec ça tout le long. Moi-même, j'ai toujours eu du mal à être avec les gens de mon âge. J'ai l'impression, parce que tu as beaucoup de facilité à être avec des trentenaires, vraisemblablement. Oui. moi, des beaux exemples de créativité, j'en ai eu jusqu'à des jeunes qui avaient 17 ans. Hein. C'est pas... moi, je t'ai même vu, Natacha, alors que pourtant, tu es assez âgée, avoir des beaux moments de créativité. Ça, on en retrouve aussi chez les trentenaires de la créativité. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, il y a une colo où je t'ai envoyé un message parce que j'avais pas fait c'était une colo jeu de rôle, mais j'avais pas fait jouer de jeu de rôle, j'avais fait une veillée où j'avais fait jouer le Val. Ouais. Au départ, en plus, j'avais eu beau vendre mon truc, j'étais arrivé déguisé en Antares, enfin voilà, j'étais allé, je vais vendre mon truc et tout, et j'avais eu très peu de joueurs au final, voilà, et au final, les joueurs qui sont venus, ils venaient un peu à reculons parce qu'il y avait plus de place sur les autres veillées, et en fait, ils sont ressortis de là, je les ai retrouvés dans le couloir pendant le temps libre avant d'aller se coucher, en train de dessiner des trucs, en train d'écrire des scénarios dans l'univers du Val, voilà, et c'était des gamins qui avaient 16-17 ans, quoi. Ouais, c'est chouette. Enfin bon, après, c'est l'âge aussi où on joue. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai découvert Sens à 25 ans et derrière, après, j'étais en train d'écrire des trucs dans les couloirs, entre deux cours. Et, c'est bon, allez. Mais il y a une propension, tu veux dire, à l'émerveillement et que beaucoup d'adultes perdent. Ouais. Pas tous, mais... Ça, on en revient dans les Moi, j'ai l'impression de m'être complètement desséchée au niveau créativité à partir de la prépa et après que je suis sortie du lycée. Ça, c'est l'effet prépa, par contre. Je comprends ça. Je l'ai aussi un peu. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une distance entre eux et moi, entre eux qui ne... Après, j'espère vraiment. Je suis désolée, mais qui connaissent moins de trucs que moi et moi qui me dis putain, mais ça j'ai envie de l'écrire, mais en fait ça a déjà été fait. Ça j'ai envie de le créer, mais ça a déjà été créé. J'ai envie de te rassurer, Natacha, ça va revenir. Parce que moi j'étais pareil. Après la prépa, j'avais arrêté le jeu de rôle, j'étais en mode Cosmo dernier degré. Et c'est que depuis 2 ans que j'ai à nouveau unleashed ma créativité. J'ai pas envie de l'attribuer ça à la prépa parce que ça m'embête d'attribuer ça à la prépa. J'ai quand même bien vécu ma prépa, mais moi non, je l'ai très très mal vécu et ça m'a endurci. Mais pour moi, c'est vraiment une entrée dans l'âge adulte, hein, vraiment. Ouais. Alors moi, ce que j'espère qu'on ne fait pas dans ce podcast, et je te passe la parole après François, c'est j'espère qu'on n'est pas en train de romantiser, de faire de l'enfant un être romantique en fait, parce que mine de rien, bon, moi je fréquente aussi des enfants parce que j'ai aussi un enfant en bas âge, etc. Et puis je fréquente un peu les écoles. Et il y a aussi beaucoup d'enfants qui manquent cruellement d'imagination. Et par exemple, Flavie me disait dans sa classe, quand je demande à mes élèves, donc qui sont en CE2, en l'occurrence l'expérience de pensée ici, l'expérience avait été tentée sur des enfants de CE2, elle leur demandait, voilà, vous avez une journée de temps libre où tous vos rêves peuvent se réaliser. Qu'est-ce que vous faites ? Donc voilà, vous voyez, c'est le jeu de rôle, on va dire, c'est un premier pas vers le jeu de rôle. Eh bien, les enfants lui disaient, et une grande majorité disait, je regarde la télé. Et je reste à la maison et je regarde la télé. J'ai des élèves qui feraient cette réponse-là. Hein. Donc, je veux pas à non la plus... réflexion, le truc, c'est qu'on on parle d'enfants
François. qui ont joué au jeu de rôle. Et qui ont fait la démarche d'aller À un moment, jouer à un jeu moment de- donné, jeu de peut-être rôle. pas dans leur passif avant la partie dont on parle, C'est ça, on mais a qui sont arrivés présélectionné. jusqu'au moment où ils ont joué au jeu de rôle. C'est-à-dire qu'ils sont Exactement. venus à la convention, quelqu'un les y a amenés. C'est quand même un échantillon statistiquement pas fait. représentatif de la population. Ils ont fait des présélections, si je Mais de toute façon, le podcast, c'est jouer avec des enfants, enfin jouer avec des enfants, donc forcément des gens qui ont fait du jeu, quoi. Enfin, Ouais, oui, puis mais moi, justement. en même temps, moi, je retiens les images d'adolescents que je retiens, c'est les images soit en colo, soit en cours, positifs de ces moments de créativité ou de surprise. Et je pense que je fais plus ou moins une espèce d'occlusion des moments où j'ai ces moments de réponse. Je regarde la télé. Ouais. Mais tu vois, François vient de dire quelque chose, là, il vient d'asséner un Et coup puis aussi, on se terrible. rappelle des moments où on est surpris et pas de tous ceux qui nous ont pas surpris. Voilà. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Hein, ouais. Ouais, c'est ça. Et Manu. Moi, au niveau de la créativité, ce que j'ai vu, alors je sors un peu du cadre parce que là, pour le coup, je parlerai aussi de l'expérience Atelier Slam et compagnie où j'ai vu passer énormément de gamins, pas forcément que j'ai animé moi, mais que j'ai vu après sur de la performance, etc. Et en fait, Tu rappelles un peu ce que c'est que le slam? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Hein. c'est un espace de parole. En fait, l'idée, c'est que sur une scène, il y a un micro qui t'attend et que n'importe qui peut venir poser un texte, dire un poème, faire une improvisation, etc. Et donc, du coup, c'est une discipline qui est très liée à l'écriture, mais à la fois à l'oralisation. Et pour laquelle donc il y a des volets compétition, il y a des volets plus performance artistique, et il y a un énorme volet aussi atelier. Et donc dans les écoles, c'est quelque chose qui marche très très bien. Il y a énormément Prendre la de- parole, Ouais. aller sur scène, se mettre en avant, c'est ça? C'est ça. Mm. Avec toujours alors, il peut y avoir de l'improvisation, mais le gros de la discipline, c'est aussi une écriture de texte, donc un poème qu'on va peaufiner pendant quelques temps, qu'on va apprendre par cœur ou pas, et qu'on va venir déclamer en face. Intéressant. Hein. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que l'aspect créativité, il est en plein dedans. Et là où ce que dit Flavie me parle, c'est que j'ai l'impression, moi, que c'est directement lié à la créativité, les idéaux et les activités des Flavie. parents. Parce que... Oui, Flavie. c'est-à-dire Oui. que quand Quand tout elle- à l'heure, quand elle- je disais, quand elle Flavie dit, me disait qu'après son expérience de pensée, Ah oui. tu sais, avec Oui. ses enfants de CE2, elle me disait qu'elle avait quand même beaucoup de réponses. Oui, Et là. beaucoup C'est celle-là, d'enfants qui d'accord. répondent tout simplement « je ne sais pas Oui. Mm. ». Et un très petit nombre qui s'imaginait en train de chevaucher une licorne dans un univers paradisiaque. Mm. Elle me disait que finalement, les rêves des enfants sont en noir et blanc. Oui, et Il n'y a puis, pas de couleur. finalement, même chevaucher une licorne, est-ce que c'est Quand pas même. tiré du dernier dessin animé vu la veille Ouais, mais c'est déjà. Ouais, mais d'accord, peut-être, mais Mm. enfin, c'est déjà mieux Ouais. que de dire je reste devant des. Alors, et beaucoup. Vous savez que un truc encore plus émouvant, beaucoup lui répondaient je passe du temps avec mon papa. Or. Les enfants de divorcés, Ouais. par exemple. Mhm. Oh. Donc, attention à. Effectivement, moi, je rejoins vraiment François sur ce qu'il a dit tout à l'heure. L'échantillon statistique sur lequel on se base pour ce podcast, eh bien, il est limité. Les enfants sont présélectionnés. Les miens étaient allés dans une convention à Royan. Ouais, puis c'est Euh, les les- gens proches de toi aussi. Les autres dont tu parles, enfin, les Et nièces. mon c'est neveu et des ma gens dans ton nièce, entourage. effectivement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ont une énorme culture cinématographique, un père cinéphile, donc la culture, l'imaginaire, voilà. Manu. Je t'en prie, hein, continue sur le slam, Un point ouais. en plus, ouais. Parce que effectivement, on se retrouve avec des gamins qui au départ sont hyper limités, vont pas du tout réussir à jouer de jeu, vont pas réussir à créer, vont répéter des choses un peu trash qu'ils ont entendues à la télé, dans la cour ou chez les parents, et pas chercher plus loin. Par contre, ce que je remarque et ce qu'on voit avec les gamins qui sont suivis et qu'après on retrouve sur de la compétition, alors compétition amicale toujours, hein, mais à des niveaux championnat de France, etc. C'est des gamins qui ont eu des ateliers pendant toute l'année. Et on arrive toujours à des choses qui sont quand même assez extraordinaires. Et là, j'idéalise pas, hein, j'aime pas les gosses, donc j'ai pas tendance à idéaliser, mais il y a vraiment des productions de grande qualité. Ouais, je troll un peu. quand Ouais, je si dis tu j'aime les- pas. Alors, Oui. surtout que si tu les aimes pas, c'est que je pense que tu les idéalises. Moi, je voudrais pas dire, mais juste tout ce qu'on est en train de dire, ça marche aussi avec les adultes. Hein. Oui. Il y a des gens qui ont juste aucune créativité, Alors- et une grande majorité qui ont juste aucune imagination. Alors, justement, est-ce Laissez-moi qu'il existe des laissez-moi spécificités terminer. Laissez-moi. Je t'en prie, Manu. Le truc, c'est qu'en fait, je pense que ce qui nous manque, et par rapport à ce qu'on dit sur les gamins qui sont déjà dans le milieu, ce qui manque en jeu de rôle, c'est cet aspect suivi. Et que je pense que n'importe quel gamin, même si la première partie, il sera en difficulté, si tu allais les choper dans un milieu où ils n'ont jamais eu cet exercice à faire, ça se développe, à mon sens,
assez rapidement. Et là, pour le coup, on avait déjà parlé du jeu de rôle à l'école plusieurs fois. Ouais, bien sûr. Et pour moi, il y a vraiment un coup à faire. Mais l'idée de dire que... En fait, il est déjà fait, hein, le coup, tu sais. Il est déjà fait. Il est déjà fait, le coup. C'est-à-dire que le jeu de rôle n'est pas enseigné en tant que matière à l'école, mais beaucoup de matières maintenant usent du jeu de rôle pour enseigner leur domaine. Les programmes de collège viennent de changer récemment en français, mais je sais que dans les anciens programmes, et je vois pas pourquoi il le serait pas dans les nouveaux, dans les anciens programmes, il apparaît explicitement, textuellement, dans les programmes de 4e et de 3e. Flavie me disait aussi que dans les programmes de maternelle et de primaire, le jeu de société, le jeu est vraiment au centre maintenant du développement de l'enfant, de l'aide au développement de l'enfant, etc. Surtout depuis qu'ils ont mis des heures où il fallait combler à tout prix parce que... ça, c'est autre chose. C'est sur la structure du temps de travail de l'enfant. Et ça, c'est... s'il te plaît... Lui, il est en train de manucéder devant le micro, en fait, en plein. Je rappelle, c'est une idée. C'est-à-dire qu'on a tout entendu là. Vraiment. Je tiens à préciser que ce ne sont pas CD, ce sont les miens en plus. Donc ces petits jouets, quoi. Voilà, il joue avec ses jouets. C'est un bien. gosse. Il est mignon. Bon, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de cet enfant là? On aura entendu Dédé dans les podcasts de la cellule, c'est déjà ça. Ils auront eu la parole. Mais ouais, du coup, je pense qu'il n'y a pas, contrairement à ce que tu disais, il n'y a pas forcément d'enfants qui sont prédisposés parce qu'il y a le cadre familial et tout. Pour le coup, c'est aussi un travail à faire, un déblocage à faire. Et effectivement, là, pour le coup, ça joue chez les adultes aussi. Il y a un moment où... Je doute pas qu'il puisse y avoir un apprentissage, mais même chez un enfant, c'est pas forcément facile d'aller contre ces déterminismes sociaux. Alors, même pour un adulte, c'est... Mais t'arrêtes avec ça, bon Dieu de bon Dieu. Après, nous, les gamins qu'on a pu voir, ou du moins les témoignages que j'ai de gamins qui auront, pendant tous les ateliers, refusé le jeu, refusé l'exercice et vraiment bloqué, c'était généralement plus parce qu'il y avait un rapport problématique à l'adulte, à la personne ou au groupe, qu'un rapport problématique à la discipline elle-même. Donc, en fait, on était parti dans ce podcast pour essayer de trouver les spécificités qui existent avec les enfants, et je trouve que Maxime arrive à une conclusion qui est assez intéressante. Il n'y en a pas. C'est qu'en fait, il n'y en a pas. Et c'est assez inquiétant comme quand même, c'est les contraintes de est-ce qu'on adapte ou pas. Hein. Moi, je suis désolée, je reviens à ça, mais... Oui. Mais ce sont des contraintes qui sont fixées finalement par les familles, tu vois, pas par les enfants eux-mêmes. Ouais, et les contraintes, c'est parce qu'en tant qu'adulte, on se dit que ça va être dangereux, qu'on le fait. C'est ça. Fondamentalement, tu laisses les enfants seuls avec un jeu de rôle, ils peuvent faire des trucs horribles. C'est parce qu'on pense que l'enfant peut pas se défendre contre ce qu'on va lui forcer, mais en fait, c'est pareil. Il y a un contrat moral. Le contrat moral, il est défini dans certains cadres. Natacha est en train et de se mettre en colère. Je suis c'est content. une question d'éducation. Est-ce qu'on juge que l'enfant, en termes de social, doit être privé de certaines part de la réalité ou de certaines réflexions à certains âges. Je tiens à dire à mes auditeurs qu'il est 1h10 de podcast et ça y est, Natacha lève les yeux au ciel, il se passe quelque chose. Et alors, je sens que ce podcast va devenir passionnant. Attention, Natacha. En fait, vous avez tendance à tourner ça de manière négative. Mais je dis pas que c'est pas important. Je suis désolée, la tournure que tu as employée était négative, péjorative. Après, c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Je suis désolée, si j'ai pas eu d'écoute charitable, mais voilà. Tu dis restreindre la réalité, en fait, c'est ça qui c'est quasiment ce que tu as employé. Non, en fait, pour moi, c'est leur donner un autre aspect de la réalité auquel quand ils se lancent dans le truc, ils n'ont pas les règles pour les contraindre, et donc en fait c'est leur définir le contrat social. Oui, mais et je vois pas en quoi c'est un mauvais truc. C'est pas que c'est un mauvais truc. Attends, dis pas que c'est un mauvais truc. Mais ça ne change rien par rapport à des adultes, Natacha. C'est juste que l'enfant va peut-être avoir des niveaux de compréhension des règles. Enfin, disons qu'évidemment, il ne pourra pas comprendre des règles complexes et un contrat social très complexe parce que si tu lui parles de logarithme, par exemple, s'il y a des mais c'est même pas en termes de compréhension. C'est de la même manière que tu mets pas ton fils devant un site pornographique. Là, moi, je parlais des enjeux. Tu peux pas jouer à Fatal, quoi. Je parlais des enjeux. Il est incapable d'y jouer. Il peut pas y jouer. Ça parle de statistiques. Ah, quoique, ouais, non. Je parlais des enjeux, effectivement. À 12 ans, on est capable de jouer. Effectivement, d'un truc comme Fatal, voilà, du même titre qu'on montre pas un site pornographique ou Fatal à un enfant. C'est une question d'éducation. C'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais pendant longtemps, on disait on parle surtout pas de sexe à un enfant. Aujourd'hui, on en parle. On en parle. Mais voilà, ça c'est un acquis social. Je dis pas que c'est un mauvais acquis social.
Ouais, mais après, tu vois, Mais je dis que c'est pas une adultes. spécificité du joueur, c'est pas une spécificité de l'enfant. c'est Oui, une mais tu vas spécificité essayer de lui en ce qu'on veut donner faire. une image où il faut que les deux personnes ou les 3 personnes ou les 4 personnes, j'en sais rien, je m'en fous, mais soient consentantes. Tu vois, et puis tu vas, tu vas y mettre les formes quand même. Non, mais de toute façon, oui. dès qu'il est question Voilà, de... bah, tu vas définir le contrat social et ce contrat social, je suis désolée, mais il est basé en fonction de l'éducation et non, moi j'ai pas Ouais, envie. J'ai pas envie de. En fait, ça m'intéresse pas de jouer des scènes avec des enfants où ils se tapent dessus. Enfin, voilà. Ouais. Oui, non, je Ouais, comprends. Je- En même temps, on a bloqué la pornographie et l'ultra-violence. En dessous de 18 ans, c'est pas possible. Parce que, alors 18 ans, là, c'est assez arbitraire, mais il est même pas question de ça. Par contre, c'est vrai Est-ce que c'est pas pour la allez. même raison qu'il François. y a des retours à la réalité? Oui, Natacha alors en partie, c'est aussi pour par exemple sur Bah non, un. justement, plus en partie. C'est un problème de limite Non, entre la c'est réalité et la aussi- fiction. C'est aussi pour éviter les situations. Je crois que c'est une véritable anecdote. Donc voilà, mais c'est aussi pour éviter les situations du style on vient de jouer à un truc où on est des super héros et le gamin se jette par la fenêtre parce qu'il pense qu'il est capable de voler quoi. Ouais, c'est ça, c'est un problème de Mais- gap entre la réalité et la fiction. Oui, mais qui du coup est c'est pas pas présent chez l'enfant. c'est pas c'est uniquement ça une problématique de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que moralement on peut faire jouer à des enfants. Ah oui, non, mais enfin que ce soit tu moral peux ou jouer des scientifique super héros très ou, sympathiquement et ils se jettent quand même par la Oui, non, mais, fenêtre. à la fin, enfin, quoi. mais que ce soit moral ou scientifique, ça c'est juste que il faut réussir que chez le. Enfin, dans ce que j'en comprends, ce qui est dit là, c'est que le jeune ou très jeune peut avoir un problème à faire la différence entre la fiction et la réalité. Et que du coup, il y a une responsabilité envers ce qu'on lui présente. Il y a aussi le problème, c'est que les gamins avec lesquels je joue, moi, en tout cas en grand groupe, vont avoir du mal parfois pour certains, où il peut se présenter le cas où un gamin va sortir de sa zone de confort, va être extrêmement mal à l'aise, va très mal vivre la partie, mais ne pas oser le dire. Ouais. Et donc, il faut qu'on prévoie ce cas-là et qu'on évite ce cas-là. Enfin, Mais Oui, ça, mais c'est valable pour les adultes aussi. Ouais. Et puis, ça peut arriver sur des thématiques très simples et qui te paraîtront totalement innocentes. En fait- parce que le gamin a un vécu particulier. Si je veux dire, etc. la question des spécificités. Existe-t-il des spécificités pour jouer avec des enfants? Je pense que Natacha veut dire que la spécificité, c'est que tu es responsable, en fait. Ouais. C'est que quand il y a un adulte, il est responsable. Alors, je suis totalement d'accord avec Natacha, et justement, j'allais y venir, c'est que finalement, les spécificités pour jouer avec les enfants dépendent finalement des a priori que la société a sur les enfants, des codes que la société a. C'est-à-dire que le contrat social établi avec des enfants dans une partie de jeu de rôle va être beaucoup plus sensible au contrat social établi dans la société au sujet de ce qu'il est possible ou non de faire avec des enfants. Il y a un point qu'on Et vient d'autant plus en d'évoquer, là. colonie, Par dans lequel contre, c'est du quelque coup, chose de public, si j'ose dire, tu vois. Dans le privé, là, si j'ose dire, d'autant plus, moi, tu vois, je joue avec le parent des enfants avec lesquels je jouais, donc c'était lui qui fixait, finalement. Il était là aussi pour je me, sais pas ce que je veux dire. pour me regarder et me dire quand j'allais trop loin ou quand... Bon, en l'occurrence, j'ai pas été trop loin, sauf à un moment donné, j'ai un cas limite à exposer si ça vous intéresse. François? Non, mais c'est à peu près ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'effectivement, là, il se pose un problème de responsabilité et du Ouais, fait que c'est ça. l'enfant n'est pas responsable encore. On considère, Mais tu vois, ça- je pense à c'est- raison, qu'il ne peut pas prendre forcément de responsabilité et dans un contrat social. Surtout dans des thématiques adultes, en fait. Voilà. C'est ça, surtout. C'est dans des thématiques adultes, de meurtre. Pas que dans son rapport au Par monde exemple. aussi. Enfin, quand on fait un contrat social, il y a une idée de contrat. Il faut se mettre d'accord sur quelque chose, il faut accepter quelque chose, et pour ça, il faut être bien sûr que tout le monde ait bien compris tous les enjeux, ce qui n'est Et pas alors, forcément évident. Là où je veux en venir, Natacha, par rapport à ça, c'est qu'à long terme, ça dépend de ton point de vue sur les enfants. C'est-à-dire, par exemple, la première question que tu poses. Ça dépend du point de vue de la société sur les enfants. Alors, le tien, on s'en fout un petit peu. Non, pas en privé. En public, je suis d'accord. En public, je suis d'accord avec En toi. privé, tu Maxime, peux ça- avoir des emmerdes par la loi si tu as fait quelque En chose. Oui, mais quand tu joues avec les parents, par exemple, et quand tu es le père et que c'est toi qui initie tes enfants au jeu de rôle, excuse-moi, mais il n'y a rien. La loi, qui la t'empêche de DAS, faire ça quoi peut que arriver ce chez toi, je suis désolé. soit. C'est vrai. Mais ceci dit, tu posais la question tout à l'heure, je vais essayer d'exemplariser mon propos, puis on va voir ce que je veux dire. Le truc, c'est que tout à l'heure, Natacha nous posait la question au début de podcast, est-ce qu'il faut adapter les univers pour les enfants? Et une des réponses de Natacha, c'est dire non, moi je pense qu'il y a quelques trucs à adapter, mais qu'ils sont quand même capables de comprendre, par exemple... j'ai jamais dit que je les prenais pour des idiots, hein, bien au contraire. Exactement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, c'est exactement le pari que j'ai fait avec mon neveu et ma nièce. Je leur ai fait jouer une campagne que j'aurais pu faire jouer avec mes potes. Mais vraiment, hein.
il y avait un cas dans lequel donc le personnage de mon neveu voyait son père se faire assassiner par son pire ennemi. Et voilà, et lui, voilà, il a déjà vu Star Wars, je veux dire, il a déjà vu des problématiques parents-enfants. Il a déjà vu le Roi Lion. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, il est capable de. Oui, mais tu vois, attention à ne pas édulcorer, tu vois, pour. Les enfants, ne faut pas les prendre pour des cons. Voilà, c'est ça que... C'est une problématique qu'on retrouvera si on fait un jour le podcast littérature jeunesse. C'est dans la définition de la littérature jeunesse, il sera fait. Il y a ça. Pour moi, la bonne littérature jeunesse, c'est la littérature jeunesse qui aborde aussi ces problématiques-là, quand même. Parce que les enfants, ils ont envie d'aborder des problématiques graves. Du coup, on en parle du fait qu'on considère que la violence et le sang c'est interdit aux moins de 12 ans, alors que le sexe c'est moins de 18. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Est-ce qu'on en parle en fait, surtout que l'âge moyen du premier rapport est inférieur à 18 ans, il me semble. C'est un truc qui nous est arrivé l'autre fois quand on a fait le podcast aussi, jeu de rôle et sexualité. Maxime. Et j'avoue que c'est une grosse question morale là, donc je pense pas qu'on puisse vraiment y répondre. Moi, je pense qu'on devrait parler de sexe plus tôt et parler de violence plus tard. Parce qu'en fait, je veux pas dire combiné, je sais pas, mais en fait. Bah si, ne serait-ce que parce que si tu. Attends, tu dis à n'importe qui, on tranche quelqu'un. Les règles pour les femmes, c'est quand même avant 18 ans, tu vois. Donc il faut en parler à ce moment-là. C'est bizarre. Moi, je trouve que c'est bizarre que culturellement parlant, on interdise l'érotisme. Je parle pas de la pornographie. L'érotisme, c'est moins de 16 ans. La pornographie, c'est dégueu. La pornographie, c'est dégueu. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un point de vue perso. Et puis, non, c'est pas un point de vue perso. Parce qu'aujourd'hui, quoi. la pornographie véhicule des préjugés et des idées fausses sinistres, sur ce qu'est le sexe. Donc il y a un vrai problème, et à vrai dire, c'est pas que ça devrait être interdit aux moins de 18 ans, la pornographie, ça devrait être, pas interdit, mais ça devrait être... légiféré ouais, pour que ce soit bien fait. Je sais pas, je veux pas non plus être censeur, mais voilà, il faudrait que seules des personnes qui sachent exactement ce que c'est qu'une vraie relation sexuelle puissent se servir de la pornographie sale pour pour produire du fantasme. Tu vois ce que je veux dire, un fantasme inexistant. Il faudrait qu'ils aient conscience que ça n'existe pas. Moi, j'ai entendu des amis quand j'étais même à la fac dire ah, tu sais pas comment on fait l'amour? C'est très simple, il suffit de regarder un porno, puis tu sauras. Je l'ai entendu. Merci pour le plaisir féminin. Donc voilà, par exemple. Et c'est pas uniquement la seule problématique. Merci pour le plaisir masculin aussi, parce que je veux dire. Pour la durée moyenne de ce que devrait être un rapport. Certaines déconvenues quand même. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que effectivement, on pourrait en parler, mais est-ce que le jeu de rôle est un bon prisme pour parler de ça, sachant qu'il n'y a pas de norme PEGI pour le jeu de rôle? Un bon prisme pour parler de ces questions, c'est le jeu vidéo, par exemple, qui lui souffre énormément de ça. Je veux dire, dès qu'on montre un sein, même quand on fait une émission sur le jeu vidéo à la télé. Un téton de femme. Un téton de femme, quoi, c'est bon. Par contre, un téton d'homme, ça va. Par contre, on a le droit de montrer un mec Call of Duty qui dézingue plein de terroristes ou ce genre de choses, tu vois. Après, il y a PEGI, il y a la réalité, tristement. Le nombre de parents, mais ça, c'est la responsabilité des parents qui achètent des PEGI 18 à des gamins de 12 ans. Oui, bon, après, tout le temps. Voilà. Call of, toujours. Je déteste Call of, mais on va être quand même honnête. Si des jeunes y jouent, c'est que les parents leur achètent, alors que dessus, il y a écrit un âge qui est normalement à peu près respectable quand même. En tout cas, voilà, c'est... PEGI 16 ou PEGI 18, je crois. Voilà, c'est pas censé être mis entre les mains de quelqu'un qui a 12 ans. Bah ouais. Mais bon. Et du coup, est-ce que tout jeu de rôle doit être mis entre les mains de n'importe quel gamin ? Du coup, ce qu'on semble dire, c'est que non. Moi, je dis que non. Sens, je l'ai formellement déconseillé, interdit aux moins de 18 ans. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Au moment où j'ai fait jouer Sens Renaissance en colo, j'avais pas encore joué Sens Mort. Donc je ne savais pas. Moi, Sens, pour moi, c'est... Même, pardonnez-la, elle ne savait pas. Ou, tu vois, je dirais pas 18 ans quand même pour Sens, mais 16 ans, au moins. Au moins 16 ans. Ou comme Magic, tu vois, à partir de 13 ans, tu peux commencer Sens Renaissance peut-être, éventuellement, et puis grandir avec le jeu, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Ouais, mais après, ce qui est chiant avec ces âges, c'est que c'est hyper complexe parce que ça dépend tellement de chacun. Et de la société et de son. Ouais, c'est ça. Parce que après, la biologie, ça va peut-être nous dire qu'il y a quand même des trucs, c'est ça? Non, mais moi j'ai vraiment l'impression que justement, en prenant le temps d'accompagner et puis la bonne façon d'amener, on pourrait, à mon sens, proposer n'importe quelle thématique à n'importe quel âge. Ouais. Exception faite de, effectivement, pornographie, violence. Que vraiment, moi, c'est des trucs que je mets à part, mais très violemment. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une spécificité du jeu de rôle et des enfants, mais plutôt un rapport que la société a avec les enfants, dont le jeu de rôle va hériter par la suite, ou le jeu vidéo, etc. Les enfants sont
particuliers dans la société, pour le moins. Parce qu'on les considère pas comme responsables d'eux-mêmes, quoi. C'est ça. Et là, on est juste sur le côté média du jeu de rôle, mais on peut peut-être revenir sur cet aspect fiction-réalité où, vu qu'on joue le rôle, peut être beaucoup plus. La barrière est beaucoup plus fragile qu'avec un média ordinaire où c'est d'autres trucs. Enfin, quand on voit un film, c'est d'autres gens et on peut assez facilement expliquer que c'est des trucs fictifs, alors que quand on joue à un jeu de rôle, si on est complètement immergé, on ressent les émotions du personnage et tout ça. Et la barrière entre la fiction et la réalité est vraiment difficile. Déjà pour des adultes, je veux dire, quand on joue à Sens, ça peut être compliqué, quoi. Et alors pour un enfant, ça peut être dur de voir la différence. Parce que c'est du contenu. En fait, c'est parce que c'est du contenu fictionnel malléable que c'est beaucoup plus difficile à analyser et à débriefer. J'avais eu un cours d'UFM sur le Dracula de Francis Ford Coppola, qui est extrêmement violent. Mais où la formatrice nous avait dit si vous expliquez, si vous accompagnez la violence et si vous faites une vraie analyse cinématographique, vous pouvez analyser ce film avec des lycéens. Et je le fais en cours. Je fais pas toutes les scènes, mais je fais la séquence du début qui est déjà particulièrement impressionnante. Ça, c'est pas possible avec une partie de jeu de rôle. Tu peux pas redécortiquer comme avec un film où tu peux faire pause, revenir en arrière, montrer, là il y a pas de sang, mais là il y en a par contre, etc., etc. Anecdote, moi au collège, ma prof d'histoire géo nous a montré Hôtel Rwanda. Moi, je vois pas ce que c'est. Je trouve encore que c'était un très mauvais choix. Il n'y a pas eu de commentaires tout du long. Voilà. Peut-être qu'en l'accompagnant mieux, ça aurait pu passer. Personnellement, ça m'a vraiment perturbé. Sans accompagnement en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on a regardé le film, mais après on en a un peu parlé. Mais enfin, c'était pour présenter l'histoire du truc, quoi. Et enfin. Surtout que j'étais 2 ans plus jeune que les autres. Hein. Je sais pas, ça a l'air d'être un film violent, je sais pas ce que c'est en fait. C'est sur le génocide rwandais. Alors on ne voit personne se faire découper, je crois. Mais il y a des gens qui se baladent avec des machettes et des mitraillettes et tout c'est suggéré. Il y a des piles de cadavres autour de la route quand ils se barrent avec un bus. Enfin, c'est peut-être pas. On voit pas peut-être de sang partout, mais c'est psychologiquement très violent. Ben ouais. Ouais, d'accord. Enfin, moi, il m'a perturbé ce film à l'époque. Hein. Donc il y a quand même des risques. Donc en fait, ce qu'on va donner comme conseil, moi je pense que pour les jeux de rôle avec des enfants comme avec, en fait, c'est les mêmes que ce qui devrait être respecté avec des adultes. C'est juste respecter les acteurs. Voilà. Respecter, débriefer. Faites attention. Faut vraiment se poser la question en avance. En fait, même quand tu joues avec des adultes, moi je me pose la question, genre sans, je le fais pas jouer à n'importe qui. Moi non, en tout cas, je le fais pas jouer avec n'importe qui. J'explique ce que Maxime vient de faire. J'ai dit quoique à voix haute, pas dans le micro. En fait, c'était pas par rapport à ce que tu disais, j'étais dans ma réflexion par rapport à cette histoire de film. Je viens de me dire qu'en fait, c'était peut-être un bon choix et que peut-être que ça m'aura aidé. Mais c'est peut-être pas vrai non plus. Faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps. C'est pas le moment. On continue. Donc, mais même avec les adultes, tu réfléchis aussi à la responsabilité. Mais clairement, moi maintenant, j'ai accepté l'idée qu'en fait. On ne peut pas jouer à tout avec tout le monde. Et moi-même, je ne peux pas jouer à tout. Manu. Quoique. Après, j'étais en train de me faire la réflexion là que, notamment avec le développement du jeu de rôle et des jeux un petit peu atypiques, il y a quand même un certain nombre de jeux qui, à l'opposé du feel good, sont là aussi pour aller se provoquer des émotions violentes, négatives, pour être dérangés. Des jeux auxquels j'ai pas forcément joué, mais des trucs comme moi, clairement, ce que j'ai compris, qui sont là pour être durs. Les cordes sensibles, je pense. Je me demande si on peut pas jouer quand même avec des enfants en choisissant des problématiques peut-être moins graves que celles proposées de base j'en sais rien. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Genre, tu vois, si on joue le freeform, un serpent de cendre, t'es pas vraiment là pour te faire du bien. Mais t'expérimentes quelque chose de puissant, quoi. C'est expérimenté et du coup, peut-être qu'effectivement, parce que c'est vrai que j'étais dans une vision très jeu de rôle tradi aussi. Un jeu de rôle en mode, on est là pour s'amuser. Genre ce que certains disent, moi, la vie, il y a déjà plein d'émotions négatives dans la vie. Ça, c'est un jeu, je suis là pour avoir des émotions positives. Voilà, par exemple. Oui, ou pour la création d'histoire et pas pour expérimenter une émotion, provoquer une émotion très particulière. Et j'imagine que c'est également des gens qui n'aimeront pas des films très sombres. Mais du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'avec le développement de tous ces jeux,
peut-être que du coup ça crée certains jeux qui sont pas utilisables en l'état avec les enfants. Je vais à l'encontre de ce que je dis depuis le début. Mais non, avec certains enfants, mais, en tout cas, avec quand tu vois certains oui. enfants dans l'état dans lequel ils sont, tu te dis ouais, quand même moyen quoi. Oui, ou que du coup, est-ce que ça apporte quelque chose à un gamin d'essayer de recréer un conflit social Oui, je sais pas. bien sûr, je sais pas. Puis comme avec des adultes, il faut prendre en compte les conflits qui existent aussi de base. Enfin moi, en colo, en plus, le public des rôlistes, des jeunes rôlistes, c'est quand même un public particulier. Hein. Déjà, c'est des jeunes qui souvent se retrouvent d'une colo sur l'autre. Donc j'ai eu des gamins, par exemple, un gamin qui avait couché avec une gamine l'année d'avant et qui lui parlait plus du tout sur la colo. Enfin voilà, ou un gamin qui se cherchait dans sa sexualité. J'ai un jeu de rôle pour ça. Voilà, donc faut prendre en compte aussi le fait que en fait ils ont déjà des problématiques extrêmement graves eux-mêmes à gérer déjà. Hein. Ils vivent un jeu de rôle. Bon voilà, je pense qu'on ne peut pas faire le tour de cette question. Bien sûr, ici c'est une discussion entre potes qui chacun a son expérience du jeu de rôle avec des enfants. Il n'y a pas parmi nous de puériculteurs, c'est comme ça que ça s'appelle, tu sais, les spécialistes de pédiatres. On se pose absolument pas en spécialiste de l'enfant. On n'est pas d'experts. On n'est pas des spécialistes de l'enfant. En tout cas, c'est une question qui nous intéresse parce que beaucoup d'entre nous ici pensent que le jeu de rôle peut avoir un véritable intérêt pédagogique et parce que, comme l'a dit Maxime, excusez-moi, ma voix couvre un peu celle de Maxime, ça va arriver. C'est-à-dire que les jeux de rôle les enfants plutôt vont entrer en contact avec les jeux de rôle, donc il va y avoir collision entre les deux. Parce que les jeunes sont particulièrement impliqués que justement le jeu est un excellent support pédagogique. Voilà, donc forcément ils vont jouer et donc il faut voir comment ces deux médias, comment ces deux personnes, ces deux entités, l'enfant et le jeu de rôle vont entrer en relation l'un avec l'autre. À quel moment est-ce qu'il faut effectivement le faire à l'école, comme le suggérait Emmanuel tout à l'heure, ou est-ce qu'au contraire il faut le faire en famille. Enfin, c'est des questions comme ça. Je pense qu'on n'a pas fini encore d'aborder ces questions. Il y a plein de questions très intéressantes. Comme beaucoup d'autres médias, il faut le pratiquer dans les deux cadres, dans plusieurs cadres. Mais je pense que et en famille, malheureusement, autour de cette table, même si on a chacun notre expérience sur le sujet, on manque, je pense, un petit peu de véritable expertise. Parce qu'encore une fois, j'ai peur qu'on romantise un petit peu l'enfance, c'est ce qu'on a dit tout au long de ce podcast. Voilà. Autre chose que j'ai bien aimé dans ce podcast, c'est qu'on a dit qu'il ne fallait pas non plus faire un cas spécifique des enfants dans l'exposition des règles, des contrats sociaux et tout ça. Il fallait juste prendre en compte le fait est-ce qu'ils ont bien compris le contrat social, mais qu'a priori, il n'y avait pas non plus de grande différence entre l'adulte et l'enfant. Et ça, c'est une thématique qui me plaît bien, parce que je trouve que dans notre société contemporaine, on prend trop souvent les enfants pour des gogoles qui ne comprennent rien, alors que les enfants sont vraiment très, très, très intelligents. Alors pas au sens où la société moderne peut-être l'entend, mais en tout cas ils ont un énorme espace disque disponible, ils peuvent emprunter, ils peuvent apprendre beaucoup de choses, donc ils ont une énorme capacité d'éponge en fait, comme on dit souvent pour vulgariser, et donc c'est vraiment dommage de les prendre pour des cons, parce que ils auront toutes les raisons de l'être si vous les prenez pour des cons. Donc prenez vos enfants pour des gens intelligents, parce qu'ils le sont. Voilà, ça reste quand même des bébés d'êtres humains, c'est pas des éponges de mer, des crustacés ou des coquillages, hein, ou des chatons. Des bisous, il se fait tard là. Ce sont vraiment des... Voilà. De quoi ? Des bisous, il se fait tard. Ouais, il se fait tard. Allez, on va se coucher. Allez, bonne nuit tout le monde, portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. À très bientôt tout le monde. Salut ! Bye bye. Ciao. Salut.